Alors, bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on va commencer la session. On a encore beaucoup de gens qui continuent de nous rejoindre, on vous en remercie. On a beaucoup de personnes qui sont présentes, presque 150 sur Teams. Comme Louise, elle l'a dit, on avait plus de 350 inscrits pour la session, donc ce qui est très encourageant sur cette thématique, ce qui montre aussi un besoin fort autour de ces enjeux. Je vais me présenter parce que je suis pas sûr de connaître chacune d'entre vous. Moi, je m'appelle Gabriel Maître, je travaille chez Décider Ensemble. Et donc, je pense que tout le monde connaît à peu près Décider Ensemble, mais je fais un petit très rapidement. Donc, think tank de la participation citoyenne et avec l'ICPC, donc l'Institut de la, de la participation et de la concertation citoyenne. On a, à la suite de la demande, on va pouvoir voir sur la slide suivante, Louise. Je fais un rapide déroulé, pardon, excusez-moi, avec beaucoup de personnes qui nous rejoignent encore. Donc, on va avoir une introduction sur le rappel du cadre et les objectifs de cette session, la thématique qu'on souhaite aborder. On aura ensuite un regard croisé de nos deux intervenants qu'on vous présentera par la suite. T'as ton son qui s'est coupé, Gabriel. Pardon. C'est bon, t'as Euh, ton son qui s'est coupé il y a ouais. 2 secondes. Ouais, merci. On a des petites difficultés techniques. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de monde. Donc, je vous invite toutes et tous à couper vos micros pour qu'on ait le son le plus fluide possible et que la session soit la plus agréable pour toutes et tous. Hop. Normalement, il devrait être coupé automatiquement à votre arrivée dans la salle, mais n'hésitez pas s'il y a un souci comme il y a pu avoir avec le mien à le recouper. Donc, on aura ensuite le regard croisé de nos deux intervenants et on finira par une session questions-réponses pour nos intervenants, couplée à un retour d'expérience de vous toutes et tous dans la salle. Puis, on présentera ensuite la suite du cycle parce qu'on souhaite que ce travail sur l'IA ne se fasse pas seulement dans cette session d'introduction, mais dans d'autres échanges qu'on voudrait thématiques. Donc, si on peut voir sur la slide suivante que la genèse un petit peu de ce travail, elle vient pas forcément de l'ICPC ni de Décider Ensemble, mais de Rouen. Donc, je remercie les personnes de Rouen. Je sais que vous êtes aussi avec nous aujourd'hui, qui ont présenté lors des rencontres européennes de la participation, donc un événement Décidé Ensemble, à Toulouse un atelier sur l'IA au service de la participation citoyenne en le questionnant comme un nouvel élan pour les métiers de la démocratie locale. Je vous ai mis le lien du compte-rendu, on vous renverra aussi toutes les informations. Donc un atelier qui était passionnant, qui a vraiment suscité beaucoup d'intérêt sur la question de l'IA, comment est-ce qu'on peut l'inclure dans nos pratiques, quels impacts est-ce que ça a aussi sur nos pratiques. Et ça se met dans un contexte plus général d'un véritable besoin sur le sujet avec une IA qui modifie sensiblement nos comportements, que ce soit personnels mais aussi professionnels. Oui, pardon, Louise, merci de le préciser, la métropole de Rouen-Normandie. Donc, on a vraiment un changement de pratique avec l'IA et il y a une difficulté pour beaucoup à saisir un petit peu ce que ça engendre, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, quels impacts est-ce que ça peut avoir. Et c'est vraiment quelque chose qu'on sent dans les inscrits à ce webinaire. Si tu peux aller sur la slide suivante, s'il te plaît. Donc, on a vraiment un certain bon nombre d'inscrits qui nous donnent une belle idée du champ des personnes intéressées par la question. Donc, avec beaucoup de répondants qui font partie du secteur public, collectivité, entre autres, environ 45%, à peu près un chiffre similaire du secteur privé, consultant, entreprise.
Donc aussi 45%. Et ensuite, on a des associations qui sont aussi assez intéressées par la question, aux alentours de 10%. Et ce qui marque tout de suite, c'est vraiment la disparité des connaissances sur l'IA. Il y a globalement une connaissance moyenne de la plupart des personnes sur la question. Donc c'est presque 50% des personnes qui en ont une connaissance pas forcément très bonne, mais pas non plus très mauvaise. Et ensuite, on a vraiment à peu près réponse égale entre le très faible faible et le bonne et très bonne. Et donc, il y a une disparité forte de connaissances sur le sujet qui vient aussi légitimer ce cycle avec un besoin d'en apprendre plus. J'empiète déjà sur les précédents cycles, mais le besoin de se former, de se questionner, d'aller vers des outils qui sont plus éthiques. Et ça se met en lien avec l'utilisation que les différentes personnes peuvent aujourd'hui avoir de l'IA qu'on peut voir rapidement sur la slide. Voilà, merci Louise. Donc avec un usage qui est surtout occasionnel pour la plupart des personnes sur des missions qui sont précises. Mais on a quand même de plus en plus une utilisation soit quotidienne, soit hebdomadaire qui se fait ressentir, qui se couple toujours avec un certain nombre de personnes qui ont mentionné dans le questionnaire avoir des doutes, avoir aussi lié à un manque de connaissances parfois sur l'IA. Très peu de personnes s'en sont jamais servies. On n'a vraiment eu que 22 réponses sur plus de 350 inscrits qui ont mentionné ne jamais s'en être servis, donc ce qui est vraiment très minime comparé au nombre de personnes. Donc on a vraiment une utilisation de l'IA qui est en phase d'appropriation par la majorité des personnes. Euh, et qui se met en lien avec un besoin de démystifier cet usage. Donc, c'est un petit peu l'objectif de ce cycle et de notre réunion aujourd'hui. Rapidement sur les outils aussi. On a une prédominance d'un outil, donc ChatGPT, par plus de la moitié des répondants. C'est aussi l'outil qui est le plus mis en avant par, euh, par chaque personne. Donc, il se fait aussi dans une utilisation qui est quotidienne. Après, on a une utilisation qui va être thématique en fonction des besoins, génération d'images, mise en page, retranscription, traduction. Donc, il y a vraiment une utilisation qui est très variée, une concentration quand même de l'utilisation sur un outil principal, ChatGPT, mais une diversification qui se fait ressentir beaucoup. Je vais tout de suite laisser la parole à Louise qui va vous donner un peu plus de détails sur le sujet et sur la définition. Merci Gabriel, tout le monde entend bien? Oui, c'est bon, super. Donc Louis-Jean Albert de l'ICPC, je vais effectivement vous parler un peu du sujet, même si Gabriel a commencé à le mentionner, et vous donner un peu les objectifs de ce groupe d'échange qu'on initie aujourd'hui et qu'on espère enfin, va durer pendant longtemps, et on a peu de doutes vu l'intérêt que chacune a ici. Donc peut-être les premiers objectifs qu'on a identifiés, nous, dans le cadre de ces échanges et qui avaient été identifiés aussi lors d'une réunion organisée par la métropole de Rouen-Normandie, c'est d'inventorier les pratiques et les outils et de créer un espace pour les commenter, les partager et les comparer. D'explorer les enjeux et les questions éthiques liées aux usages de l'IA. C'est beaucoup revenu aussi dans le questionnaire. On sent que ça titille un peu tout le monde, dans notre secteur et dans les autres d'ailleurs, sur les questions d'IA. On sent que c'est quand même c'est un gros point, les questions éthiques. Et ensuite, s'équiper collectivement, donc se faire du partage d'expériences et donc se doter de cadres communs pour se donner un peu nos infranchissables au sein du secteur et ce sur quoi on a envie d'aller ensemble. Pardon, je suis revenue en arrière. Là, c'est la slide un peu indigeste, j'en suis navrée, mais on s'est dit que c'était quand même nécessaire de se doter de quelques définitions introductives pour précéder les interventions de nos intervenants du jour. Et donc, je vais vous dérouler des définitions, désolée d'avance. Donc la première, c'est celle de l'intelligence artificielle, donc qui est un procédé logique et automatisé, reposant généralement sur un algorithme et en mesure de réaliser des tâches bien définies. Donc ça, c'est une définition de la CNIL.
Parmi ces procédés d'intelligence artificielle, il en existe plusieurs types. Certains nous concernent plus que d'autres, et notamment celui de l'intelligence artificielle générative, donc, dont je vous ai mis la définition ensuite. Donc, d'après le site du gouvernementinfo.gouv.fr, il s'agit d'une IA qui est capable de créer du contenu en s'appuyant sur des modèles d'apprentissage entraînés sur des vastes ensembles de données qui nous posent question d'ailleurs, ces vastes ensembles de données. On en reparlera ensuite. Les applications de cette IA générative, elles sont très nombreuses et elles évoluent très vite. Et je pense que ça, c'est un autre sujet qui nous occupe beaucoup, c'est l'évolution rapide de ce sujet. Et les IA génératives sont assez utiles, donc il y a plusieurs usages là qui ont été pré-répertoriés. Créer du contenu, assister dans la rédaction et la programmation, automatiser les tâches répétitives et augmenter la productivité, et enfin faire de la recherche. Voilà. Ensuite, je vous ai mis la définition de prompt, parce qu'on va en parler aujourd'hui et que vous allez en avoir des démonstrations. Donc, d'après la délégation régionale académique au numérique éducatif d'Île-de-France, waouh, sacré nom, un prompt, c'est une instruction qui est rédigée en langage naturel par un humain, et c'est donc dans une interface humain-machine. C'est une terminologie que je ne connaissais pas avant de chercher cette définition, donc une IHM, interface humain-machine. Elle est transmise à une IA générative pour interagir avec elle afin d'obtenir une réponse. En fonction du type d'IA générative utilisée, cette réponse peut revêtir différentes formes, des textes, des codes informatiques, des images, des sons, des vidéos. Donc, c'est ce que vous envoyez à l'IA pour obtenir un résultat. Et enfin, la définition qui d'ailleurs qu'on a rajoutée aussi parce que en voyant le taux d'usage de ChatGPT, on s'est dit que c'était intéressant de vous en parler. C'est le shadow IA, donc l'usage fantôme, comme on le dit en français. D'ailleurs, ça ne veut pas dire shadow et... Enfin bref. En tout cas, en français, on le dit usage fantôme. Et d'après DPO, donc, qui est un prestataire sur ces questions-là, le shadow IA, ça désigne l'utilisation non officielle ou non contrôlée d'outils et d'applications d'intelligence artificielle par les employés et employés, eux, au sein d'une organisation. Donc, voilà, c'est que ce soit une organisation publique ou privée, quand il n'y a pas de cadre qui a été mis ou qu'il y a un cadre et qu'il n'est pas forcément pris en compte, c'est tous les usages de l'IA qui sont pas, qui rentrent pas dans cette charte, dans ce cadre. Voilà. Et donc, on a fini notre grosse introduction et je redonne la parole à Gabriel pour introduire nos deux intervenants. Merci beaucoup, Louise. Oui, c'est vrai que l'objectif un peu global de ce premier travail ensemble, c'est de poser un socle de base commune sur la connaissance à l'IA. Donc pour ça, on a décidé de faire appel à deux intervenants. Si on peut avoir la slide suivante. Donc on a d'abord Cyril Lage, qui est CEO de Cap Collectif, et on a ensuite Mathieu Briand, qui est conseiller réseau des territoires innovants aux interconnectés. Et donc, on va fonctionner pour cette partie en entonnoir. L'idée, c'est d'aller du plus général. On va partir un petit peu des questions démocratiques euh, à proprement parler pour se rapprocher de plus en plus des questions de participation citoyenne, d'usage dans nos métiers, pour nous permettre d'avoir une vision d'ensemble sur tous ces sujets. Donc, je vous propose tout de suite de passer à la première question. Donc, on va se questionner sur ce rôle global de la démocratie à partir des expériences de Cyril et de Mathieu. Pour vous, quels sont les impacts de l'IA sur la démocratie? Quels en sont les dangers, les leviers et les opportunités qu'on peut identifier? Voilà, je vais tout de suite, on va fonctionner en format mineur-majeur, en laissant nos deux intervenants l'opportunité de répondre sur chacune des questions avec une prédominance pour l'un d'entre eux à chaque fois. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Mathieu Briand, qui va se présenter et va pouvoir commencer à répondre à ces questions. Merci beaucoup, Gabriel. Du coup, je veux bien la main pour partager mon écran également. Hop. Alors,
Je me présente donc Mathieu Brien. Donc, je suis conseiller pour l'association Les Interconnectés. En une minute, peut-être vous expliquer et préciser d'où je parle. Les Interconnectés, donc une association d'élus de collectivités territoriales qui est née justement de l'initiative de France Urbaine et Intercommunauté de France, qui vise justement à accompagner les agents, les élus des collectivités territoriales sur ces sujets du numérique, notamment du numérique responsable dans lequel le numérique responsable, on intègre non seulement des sujets environnementaux, mais aussi sociaux et éthiques. On a différents types d'actions, notamment accompagner la commission numérique qui justement fédère tous ces élus, maires ou présidents ou adjoints aussi délégués au numérique des territoires qui permettent de porter une vision stratégique et politique du numérique pour les collectivités territoriales, et ensuite un programme d'action, que ce soit des ateliers, de l'accompagnement ou des journées en présentiel en région. Depuis plusieurs années, du coup, les interconnectés se sont positionnés sur le sujet de l'IA. On travaille et développe trois axes et ça va soutenir mon intervention et pouvoir vous présenter à chaque fois différentes ressources que l'on a pu produire à travers trois axes. Donc, un axe qui vise justement à identifier et documenter les projets d'IA qu'il y a dans les collectivités au service justement de l'appui des politiques publiques. Donc, on anime toute une bibliothèque de documentation, de cas d'usage, de partage de ressources et d'expériences. On a aussi tout un volet qui nous intéresse particulièrement ce matin, l'axe 2, qui vise justement à définir l'IA et vie publique, éthique et démocratie, avec notamment l'animation et la documentation de démarches de concertation territoriale de l'IA. J'y reviendrai par la suite. Et nous avons produit aussi, pour adresser justement l'axe 3, une étude dédiée pour justement mieux comprendre quels sont les impacts de l'IA dans les fonctions des métiers justement des agents pour les politiques publiques. Donc là, on a justement une étude et c'est sur cette étude que je vais justement baser mon propos ce matin. Donc vous allez pouvoir retrouver, on vous partagera au besoin, l'ensemble de ces ressources produites, dont justement aussi la réalisation d'un manifeste IA qui permet justement de poser des premiers principes d'action, une doctrine, en tout cas à destination des collectivités qui souhaitent justement monter en compétences et avancer, on va dire, sur le développement d'un cadre de confiance du recours à l'IA pour justement ces différentes missions. Pour répondre justement à la question posée ce matin, concernant les risques, ici, je vous propose quelques verbatim qui viennent justement ici de deux exemples. L'intervention dans le cadre justement de la Convention citoyenne sur l'IA à Montpellier, ou encore à travers le CCNR, donc le Conseil citoyen du numérique responsable de la ville de Rennes, où on voit en tout cas quelques exemples ici, les risques, en tout cas des craintes de citoyens voir justement l'arrivée de l'IA un peu partout, hein, dans les métiers, dans la fonction aussi justement des services publics, justement avec des peurs, des craintes de risques à des fins de contrôle social, de perte d'autonomie et de dépendance concernant le recours à l'IA, naturellement la perte de contrôle démocratique et le pouvoir aussi peut-être d'influence que pourraient avoir ces outils sur l'opinion, sur justement aussi les risques associés, notamment en termes d'enjeux des données personnelles, etc. Donc, quelques mots-clés ici. Je vous repartagerai ces liens et je vous propose de prendre un peu de hauteur par rapport à ces craintes exprimées pour en faire peut-être une synthèse que l'on retrouve justement dans l'étude dont je vous parle depuis ce matin. L'idée, c'est donc d'avoir en tête que l'IA, de fait, n'est ni neutre, ni objective, ni infaillible. On voit bien comment est-ce que l'IA, il y a un tas d'exemples, comment est-ce que justement l'IA reproduit des erreurs, accentue des erreurs ou des inégalités existantes à partir justement de biais, notamment dans les traitements des données qu'elle a en input. Et on voit aussi comment est-ce qu'elle accélère les effets négatifs finalement de la dématérialisation des services publics. Donc dans cette étude, vous retrouverez plusieurs exemples et il y a plusieurs bases de données aussi, hein, qui sont justement des bases de données collectives qui visent à identifier et partager là où l'IA nous semblait justement une réponse parfaite et une réponse en tout cas scientifique. On voit justement qu'elle est ni neutre, ni objective, ni infaillible dans de très nombreux cas.
des enjeux d'opacité et de complexité, hein. Plusieurs études aussi, notamment un rapport, hein, du défenseur des droits récemment qui appelle justement à renforcer la transparence et le droit justement à l'explication de ces prises de décision qui ont été justement soutenues par le recours à l'IA. Là aussi, c'est dans la continuité de toute une démarche qui vise justement à des démarches d'explicabilité, de transparence, du recours finalement à l'open data aussi que l'on a pu avoir sur d'autres politiques publiques pour bien comprendre justement comment est-ce que ces traitements ont lieu, s'ils ont lieu, et si justement une intervention humaine est possible. Identifier aussi des voies de recours, notamment pour les services publics, qui justement automatisent de plus en plus, et du coup, on a cette impression, en tout cas d'un point de vue usagers, bénéficiaires du service public, d'une certaine opacité et complexité de ces systèmes, d'où justement il y a un recours systématique davantage de transparence et d'explicabilité de ces algorithmes. Naturellement, je ne vais pas trop le développer, mais un des impacts majeurs, ce sont les impacts environnementaux qui sont considérables, autant pour la consommation en eau, en énergie, en consommation foncière pour installer des data centers localement, et notamment l'impact des effets rebonds, c'est-à-dire qu'en fait, plus justement on se dit que l'IA va pouvoir limiter ou aider justement à faciliter certaines tâches, certaines missions, on va systématiser le recours à l'IA. Donc, ce recours généralisé, aujourd'hui, n'est pas soutenable. Il y a de très nombreuses études qui le soutiennent. Les chiffres aussi sont présents dans cette étude, des ressources notamment produites par l'ADEME ou par l'ARCEP, à travers justement un observatoire qui justement permet de bien comprendre et mesurer cette tension énorme sur les enjeux environnementaux qui ne sont justement aussi là aussi difficiles à aligner, même avec des stratégies locales des territoires. Un des enjeux et risques aussi, hein, naturellement, c'est le manque de maîtrise sur les données, mais aussi sur les systèmes. C'est-à-dire comment est-ce qu'on garde la main sur les données mobilisées, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est sûr que les données qu'on injecte dans de l'IA sont propres, sont anonymisées, respectent le RGPD, ou sur les données produites, comment être sûr que justement les données produites, là aussi, respectent un certain nombre de critères et sont justement pérennes et sécurisées par l'organisation et notamment les collectivités qui les produisent. Le manque de souveraineté le risque en tout cas de manque de souveraineté sur les solutions déployées, là, avec un risque fort de finalement dépendance sur des solutions qui nous dépassent. Louise nous parlait ce matin du Shadow IA, de voir justement comment est-ce que des fois des systèmes qui sont déjà intégrés dans nos quotidiens professionnels intègrent déjà et vont intégrer de plus en plus de systèmes ayant recours à l'IA sans que nous n'ayons réellement conscience. Donc, de réels risques ici, justement, à une perte d'autonomie et aussi, justement, d'usage non déclaré. Enfin, des risques pour l'emploi et la qualité au travail. Différents retours des concertations qu'on a pu animer témoignent en tout cas d'une perte de sens, d'un risque accru, aussi d'une pression accrue, et ce qu'on appelle finalement le paradoxe de la performance, c'est-à-dire que lorsque le système est défaillant, c'est l'humain qui est responsable. Lorsque le système fonctionne, c'est le système lui-même qui est félicité. Donc finalement, la responsabilité même des agents est relocalisée ici, et il y a une forme de dépendance et de perte de sens par rapport justement à ces systèmes qui viennent soi-disant autonomiser et soulager le travail des agents, mais viennent ici poser une question dans notamment leur capacité justement à réellement aider et soutenir le travail de ces agents. Quelques opportunités tout de même, selon moi, comment est-ce que justement l'IA facilite le dialogue et remet le dialogue localement pour faciliter une démocratie locale. On voit bien que l'IA, c'est pas seulement un sujet technique, mais bien un sujet politique. On a eu un certain nombre de débats déjà sur justement des choix technologiques dans certains territoires, sur notamment la 5G il y a quelques années. Donc aujourd'hui, on voit comment est-ce que l'IA devient un vrai aussi débat constructif, hein, local, avec justement des démarches de concertation ou des rencontres entre justement employeurs et organisations syndicales. À mon sens, l'arrivée de l'IA, même si aujourd'hui ce que je dis, il y a une telle accélération, évolution rapide de ces différents effets et projets que c'est difficile, hein, de travailler sur des tendances, mais on voit bien comment est-ce qu'en tout cas l'IA peut déjà aussi répondre à certains enjeux d'accessibilité aux services ou accessibilité des services. On voit comment est-ce que ça peut finalement tous les services d'IA sont aujourd'hui assez accessibles et diffusés depuis même un téléphone où on peut finalement produire et analyser des données complexes ou accéder à un certain nombre de ressources pour justement produire une forme de documentation
formation, comment est-ce que ça peut répondre à des enjeux d'inclusion, d'accès au savoir, mais aussi de passer outre des fois la barrière de la langue, même des enjeux de LSF, etc. Aujourd'hui, les interfaces sont complètement en train d'évoluer pour faciliter finalement, à mon sens, un accès au savoir et à la capacité d'agir. Et finalement, l'IA, c'est une opportunité aujourd'hui de reposer aussi le sujet. Comment est-ce qu'on gouverne ces systèmes techniques? On voit en tout cas dans les concertations qu'on a pu animer un message très clair, c'est l'envie de collectifs citoyens, du secteur académique ou économique, de prendre part à une forme de gouvernance. C'est-à-dire ça peut être sous la forme de comités de surveillance, de conseils citoyens, où on voit émerger aujourd'hui une forme de démocratie d'interpellation, démocratie plus active aussi, où les citoyens souhaitent prendre part justement dans la compréhension de ces enjeux. Différents leviers, et je m'arrêterai là pour cette première question, mais pour moi, différents leviers pour justement adresser ces sujets. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que l'ensemble des organisations, et notamment les collectivités territoriales, sont dans une phase d'apprentissage. On teste, on expérimente dans des espaces contrôlés, maîtrisés, en bac à sable, pour justement tester un maximum d'outils. On est vraiment dans cette phase où il y a tout qui arrive, tout s'accélère, et justement, l'idée, c'est d'essayer de voir si justement les attentes que l'on a par rapport à certains services répondent bien à nos besoins. Donc, on essaye de s'assurer aussi qu'on a les bons critères d'évaluation en face, des critères éthiques, sociaux, des critères environnementaux, des critères techniques, d'intégration de ces solutions dans des processus ou des systèmes existants. Donc, on est vraiment dans cette approche d'évaluation. Et ce que nous, on vise à faire, justement, c'est aussi de faciliter le partage de connaissances et d'expériences entre acteurs, justement, qui expérimentent ces différents outils. On le voit notamment dans les démarches de concertation que l'on anime. On a le besoin de sensibiliser, animer, acculturer au maximum. Il y a une réelle corrélation, ça fait partie aussi des enseignements que l'on voit de ces différentes concertations, c'est qu'il y a une réelle corrélation entre niveau de connaissance de l'IA et niveau de défiance à l'IA. Donc naturellement, plus on aura de formes de sensibilisation, d'animation, d'acculturation, pour justement faciliter la compréhension des enjeux, des usages de l'IA. Nous, on se rend compte en tout cas d'un rôle majeur des conseils de développement et comment est-ce qu'aussi les acteurs de la médiation numérique, de l'éducation populaire, ou vous aussi en tant qu'acteur de la participation citoyenne, avez un rôle clé à jouer ici pour justement faciliter la compréhension de l'ensemble de ces enjeux. L'ensemble de ces enjeux qui justement permettent de voir aussi accélérer localement, comme levier, on le voit aussi, hein, de développer des cadres de confiance, des doctrines, des manifestes. Ça peut être sous la forme de chartes, sous la forme de principes d'action, de guides, mais qui permet en tout cas qu'il y ait de répondre en tout cas à l'attente des citoyens et de la société civile plus globalement, de pouvoir avoir une exemplarité des cas d'usage, une maîtrise de la part de l'acteur public pour un recours justement à l'IA, de l'IA en tout cas qui soit complètement maîtrisé. Donc aujourd'hui, on voit justement comment est-ce que des doctrines, des stratégies peuvent soutenir ces ressources. Et enfin, pour adresser le point sur notamment l'impact environnemental, euh, il y a plusieurs ressources. On le voit aussi, hein, comment est-ce que du coup, même différents modèles ont évolué. Et aujourd'hui, on arrive à faire quand même beaucoup de choses aussi avec des modèles à taille plus restreinte, avec des bases de données plus réduites. Et il y a l'élaboration de normes, notamment AFNOR, qui permettent notamment de cadrer et de limiter là aussi l'impact environnemental. Nous, notre philosophie, c'est de se dire, expérimentons le maximum de choses dans un cadre euh, maîtrisé et partageons entre nous les bonnes ressources pour que les expériences des uns et les ressources techniques des uns puissent justement compenser, vu justement le coût financier, le coût technique, le coût en ressources humaines du déploiement de ces outils, pour pouvoir faciliter l'intégration de ces systèmes éprouvés par ailleurs par d'autres collectivités. Donc voilà quelques risques, opportunités et leviers que j'ai déjà pu vous partager. Et je peux peut-être passer justement la main à Cyril pour poursuivre cette introduction. Merci beaucoup, Mathieu. Ouais, c'est vrai que c'est super intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes sur l'IA, beaucoup de fausses informations, donc c'est difficile de s'y perdre. Et merci pour cette présentation très complète sur les 3 points qui éclairent beaucoup d'entre nous, je pense, le début de ce sujet. Je laisse tout de suite la parole à Cyril pour venir compléter rapidement ces points. Ouais, juste en réaction, bonjour à tous, quelques mots. Alors,
Moi, c'est peut-être mon côté entrepreneur, mais j'aborde pas l'innovation sous l'angle du risque. Et je vois plutôt l'IA aujourd'hui comme une formidable opportunité, notamment sur les questions de participation que je développerai ensuite. Alors, il est certain, je dis pas ça pour dire qu'il n'y a pas de risque, il ne faut pas les prendre en considération, les impacts écologiques, etc. Mais je pense aussi on est sur une innovation qui est naissante, qui débute. Et même si je comprends aussi la tentation de vouloir la réguler et l'encadrer aujourd'hui, ça me paraît à la fois un peu contre-productif parce qu'on est au début de cette évolution et quelque peu aussi illusoire quand on voit l'incapacité qu'ont les pouvoirs publics à réguler ne serait-ce que les réseaux sociaux dont on voit les ravages qu'ils peuvent faire également. Donc j'aurais plutôt tendance à questionner, moi, celle de leur adaptation, de la pédagogie, du rôle que pourra avoir l'éducation nationale dans l'utilisation de ces outils, du développement de l'esprit critique et de leur utilisation. Donc ça, c'est une petite réaction générale, je dirais, à la présentation de Mathieu, et puis après, je présenterai comment ça peut concrètement apporter des plus à la participation, tout en mettant en exergue, vous verrez, un certain nombre d'appréhensions et de limites qui ont été évoquées, que l'IA elle-même reconnaît, vous verrez dans la présentation. Merci Cyril. Et en effet, je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps pour vous inviter à passer à la deuxième question. Bon, je ne prends pas le temps non plus de repartager mon écran. Je vais vous évoquer la question à l'oral. Et puis Cyril, je vous laisserai reprendre la main sur le partage d'écran. Du coup, après avoir posé la question de la démocratie assez généralement, on resserre un peu l'entonnoir et donc on se pose la question de quels sont les enjeux et les impacts positifs ou négatifs liés à l'IA sur la démocratie participative plus précisément, sur les pratiques que l'on en a. Et donc, dans les pratiques, on détaille quelques-unes, notamment les questions d'analyse de données, de contribution, d'animation de réunions publiques. Et donc, Cyril, je vous laisse la main. Je ne sais pas si c'est bon pour vous sur le partage d'écran. Et peut-être juste, je profite de ce temps de partage pour inviter les participants et participantes. Comme vous avez pu le voir, on est assez nombreux et nombreuses. Et donc, il n'y aura pas forcément l'occasion d'ouvrir les micros de tout le monde pour les questions. Avec Gabriel, on fera un travail de regroupement de questions. Je vous l'ai mis dans le chat. N'hésitez pas à nous adresser vos questions d'éclaircissement et de compréhension dans le chat pendant les présentations de nos intervenants. Voilà. Et Cyril, je vous redonne la main du coup, si c'est bon pour vous sur le partage. Ouais, super, merci. Je vais commencer par une petite présentation très rapide. Je ne l'ai pas fait de Cap Collectif, si vous voyez mon écran. Ouais, super. C'est bon. Donc Capco, en quelques mots, donc on est le premier partenaire des collectivités en France sur la participation en ligne. Un peu plus de 10 ans qu'on existe, 400 collectivités qui utilisent nos outils. C'est une équipe de 25 salariés à Paris. Nos clients ont réalisé plus de 1500 projets avec notre solution. Au niveau local, on est présent, on équipe 7 régions, 18 départements, plus de 360 communes, dont 32 des 100 plus grandes, et beaucoup évidemment de petites collectivités. On intervient aussi au niveau national, on a un certain nombre de références sur des consultations nationales, dont le grand débat national, on équipe la CNDP pour toutes ces consultations. On était aussi à l'initiative de la co-construction de la loi République numérique il y a quelques années. Très impliqué sur les budgets participatifs. Plus de 140 collectivités utilisent notre plateforme pour cela. Côté offre de services, eh bien, on propose à la fois notre plateforme, mais aussi l'accompagnement dans la mise en place des projets, qui est détaillé ici. Je ne vais pas m'étendre. Juste pour terminer, voilà une plateforme Cap Collectif. Elle est constituée de 12 modules participatifs. J'ai évoqué le budget participatif, mais également l'outil de consultation, questionnaire, appel à projet, votation, etc., etc. Donc, voici en quelques mots ma présentation de Cap Collectif. Alors, quand on a discuté de préparer le webinaire, j'ai fait une proposition donc à l'équipe. Je leur ai dit que plutôt que de faire une présentation PowerPoint, comme je viens de le faire là pour présenter Capco, que j'avais bien envie de faire une démonstration en live de ce que pouvait concrètement permettre l'IA. Alors, j'ai jamais fait ça, mais comme je l'ai dit, j'aime bien le goût du risque. Donc, je vais vous proposer qu'on construise ensemble ce qui aurait pu être ma présentation de ce que l'IA peut apporter donc à la participation citoyenne. Et donc, je vais partir sur
ChatGPT. Je vous laisse me dire si vous voyez mon écran. Ça y est, c'est bon. Alors, bon, je vous rassure, j'ai quand même tenté de répéter un peu le truc avant, et je vais donc démarrer avec un premier prompt qui va donner le cadre à l'IA. Donc voilà ce que je lui dis. Bonjour ChatGPT, nous sommes en direct d'un webinaire dont le sujet est IA et participation citoyenne. Il est organisé par Décideurs Ensemble ICPC. Mon rôle est d'expliquer ce que l'IA peut apporter à la participation. Et plutôt que de faire une présentation académique du sujet, je me dis que nous pourrions illustrer en live la façon dont l'IA peut être utilisée pour construire une telle présentation. Je vais donc te poser une série de questions afin de montrer tes possibilités et les confronter à mon expertise du sujet. Parce que malgré tout, je connais quand même un petit peu le sujet. Donc, je lui dis qu'on dispose de 20 minutes. Louise, Gabriel, confirmez-moi que c'est bien ça, s'il vous plaît, pour cette présentation. Je souhaite donc qu'à la fin de chacune de tes réponses, tu m'indiques le temps restant afin que je tienne ce timing serré. Le chronomètre démarre avec ce premier prompt. Es-tu prêt pour cet exercice périlleux? As-tu bien compris mes consignes? Il y a plus de 300 inscrits à ce webinaire, tu sais. On part donc pour 20 minutes ou c'était 15? Pour l'instant, on a bien tenu notre timing, donc on peut se permettre 20 minutes. Allez, allons-y. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un prompt où je ne demande pas, j'aurais pu lui dire, voilà le cadre, fais-moi une présentation qui va tenir en 20 minutes, et il m'aurait répondu directement le résultat. Là, on va faire un truc un peu plus sympa. Donc, la question est lancée. Bonjour, merci pour cette mise en scène aussi originale qu'ambitieuse. J'adore l'idée d'une démonstration en direct, surtout avec un public aussi nombreux et expert. Oui, j'ai parfaitement bien compris tes consignes, tu es en train de présenter un webinaire, tu m'interroges en direct, chaque réponse doit être claire, je dois indiquer le temps restant à la fin de chaque réponse, le chronomètre démarre maintenant, chaque échange, question, réponse, réaction sera ensuite utilisé pour construire une présentation par slide. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Je vais donc lui poser une question un peu générique, est-ce qu'il a bien compris ce qu'on lui demande, concernant la participation citoyenne. Donc pour commencer, situons un peu le sujet si tu veux bien, explique-moi ce que la participation citoyenne apporte d'un point de vue général. Parce qu'il me semble que pour se demander ce que l'IA apporte à la participation, qu'il est intéressant de commencer par contextualiser le sujet. Alors, commençons par la base. La participation citoyenne au sens large permet de faire entrer le citoyen dans la fabrique des décisions publiques, on est OK, renforcer la légitimité des décisions, mieux adapter les politiques publiques aux réalités du terrain, réduire la défiance démocratique, favoriser l'innovation démocratique, et enfin donner du sens à la citoyenneté. Bon, tout ça me paraît carré. Et elle nous dit, c'est intéressant. Donc, je suis sur ChatGPT, je ne sais plus si je l'ai précisé, on aurait pu utiliser Claude ou une autre IA. J'ai choisi ChatGPT pour cette démo qui est la plus utilisée. Donc, c'est cette dynamique profondément politique et démocratique que l'IA va venir transformer, amplifier ou questionner. Mais elle ne se substitue pas au cadre humain et délibératif de la délibération. Elle peut le renforcer, jamais le remplacer. Vous voyez, c'est intéressant par rapport à ce que je disais tout à l'heure. L'IA a tendance à questionner assez naturellement, parce que je n'ai même pas posé la question, sa capacité et son rôle par rapport à la question que je lui ai posée. Alors, j'avais préparé une autre question par rapport à ça. Avant de rentrer effectivement dans le sujet, petite question pour lui demander s'il y a des conditions pour que la participation citoyenne produise les bénéfices qu'elle vient de nous présenter. Excellente question, merci. Car la participation n'est pas magique, ses effets positifs dépendent de certaines conditions essentielles. Et je pense que les professionnels de la participation qui sont là pourront valider avec moi la clarté des règles du jeu, la transparence et la traçabilité, l'accessibilité et l'inclusion, le temps et des moyens suffisants, et une volonté politique réelle. Donc l'IA, comme on peut le voir, peut renforcer certaines de ces conditions, traçabilité, accessibilité, qualité des retours, mais elle ne peut en aucun cas compenser un manque de volonté ou de transparence. Elle ne sauve pas un dispositif mal conçu. Donc là, je trouve ça intéressant, et c'est un peu le sens de ma question, de vouloir aussi dire que l'IA, malgré tous les usages qu'elle va pouvoir nous apporter dans la mise en œuvre des démarches participatives, elle ne pourra jamais rien pour des dispositifs qui sont mal conçus ou qui vont manquer de sincérité quant à l'usage que l'on va faire des contributions des citoyens. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet et on va lui demander
Quel est l'usage le plus évident de l'IA selon toi dans, on va préciser, le cadre de la participation citoyenne? Alors, selon ChatGPT, l'usage le plus évident et aussi le plus prometteur de l'IA dans la participation citoyenne, c'est l'analyse automatique des contributions, notamment lorsqu'il y en a beaucoup et qu'elles sont rédigées en texte libre. Effectivement, ça a été évoqué dans le support d'introduction à ce webinaire. On pense tous assez naturellement, effectivement, à la capacité des IA à analyser des contributions. Et il est vrai que ça change énormément de choses, puisque beaucoup de démarches participatives pensées avant l'IA, et voire même avant le numérique, étaient construites en tenant compte des contraintes techniques. C'est-à-dire qu'on invitait peu de participants à s'exprimer, notamment dans les espaces présentiels, et quand on allait sur l'espace numérique, on avait tendance à utiliser des systèmes de questionnaires avec des questions fermées, parce que face à des volumes de contributions très élevés, la capacité humaine à les analyser est assez limitée, sauf à mettre plusieurs analystes simultanément sur un même jeu de données. Donc, pour entrer dans le détail, concrètement, que fait l'IA ici? L'IA permet de catégoriser automatiquement des réponses. Là, dans votre jeu de données, imaginez, hein, on reste dans ce cadre d'un questionnaire avec une question ouverte, que faudrait-il en priorité faire dans la ville? Vous allez avoir des réponses et l'IA va faire des catégorisations en vous regroupant l'ensemble des contributions dans des catégories dans lesquelles vous allez pouvoir naviguer. C'est une sorte de GPS qui va vous permettre de circuler et aussi de voir les volumes en se disant 30% parlent de ça, 10% parlent de ça, 15% parlent de ça. Vous pouvez aussi donc identifier, comme je viens de le dire, les tendances dominantes par ces chiffres statistiques, ou à l'inverse, identifier des signaux faibles ou des idées originales. Vous pouvez aussi mettre une analyse de sentiments, et tout ça se cumule. Hein. Vous pouvez, à l'intérieur donc, de votre thématique propreté, dire quels sont les sujets dominants, quels sont les signaux faibles, et quelle est la tonalité générale des contributions dans cette catégorie. Repérer les zones d'accord et désaccord, générer des synthèses argumentées. Ce que ça change, donc comme je l'ai dit, donc on est raccord avec l'IA. Avant, on devait mobiliser des équipes pendant des semaines pour analyser des contributions. Aujourd'hui, on gagne en rapidité, en objectivité et en profondeur d'analyse. Alors, on va lui demander, pour rendre la chose un peu plus concrète, s'il peut nous faire un petit exemple. Donc, je vais lui demander de me donner un exemple d'analyse avec un jeu de données d'une consultation que tu iras chercher sur data.gouv, donc qui est la plateforme de l'État sur les données publiques. Et je lui demande d'aller regarder, jeter un œil sur République numérique, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est nous qui avons fait République numérique, et je connais un petit peu le jeu de données. Donc là, vous voyez que l'IA, cette fois, va chercher sur le web, et voilà ce qu'il nous dit. Nous allons exploiter le fichier, et qu'est-ce qu'il voit? Qu'il y a 21 350 contributeurs, près de 150 000 votes, 8 500 contributions textuelles. Et vous le voyez, ce que fait de plus en plus l'IA, c'est qu'elle source ses propos, et ça, c'est assez intéressant par rapport à la vérification des contenus. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Data ingestion, chargement du CSV, extraction des colonnes, nettoyage et pré-traitement, catégorisation thématique, analyse de sentiments, identification des signaux faibles, synthèse automatique. En démonstration live, si on simule cela, on pourrait montrer en temps réel, via code ou prototype IA, un camembert des thèmes les plus populaires, un nuage de mots des contributions, des extraits synthétiques, un heatmap des sentiments selon le profil. Stabilisation contre les biais. Vous voyez, on y revient, l'IA me fait un petit rappel essentiel, l'analyse IA peut refléter des biais. Mots fréquents, ton dominant, il faut donc confronter les résultats à un regard humain, vérifier la représentativité des profils, ajuster les modèles pour éviter les surinterprétations. Donc voilà, bon, il nous met un petit commentaire supplémentaire et on va aller le titiller un petit peu. Parce que vous le voyez, effectivement, ce qu'il présente là, et que j'ai eu maintes et maintes fois l'occasion d'expérimenter, est extrêmement, extrêmement puissant, rapide et efficace. Mais, comme l'évoquait Mathieu par rapport au biais tout à l'heure, je vais lui dire que c'est très puissant, mais comment je peux m'assurer que l'IA ne triche pas? Est-ce qu'on peut vérifier le code ou l'algorithme désire?
Excellente réaction. Un point crucial de vigilance démocratique. Alors, est-ce qu'on peut voir comment l'IA résonne? Pas toujours. Il existe deux grandes familles de systèmes d'IA. Les modèles boîte blanche, ils sont simples, transparents, vérifiables. On peut les auditer, les expliquer ligne par ligne. Les modèles boîte noire, comme les grands modèles de langage, ChatGPT, Claude et Mistral, donc on peut se dire qu'il a le mérite de l'honnêteté pour se classer dans les boîtes noires, dont il dit qu'il est très puissant, mais leur fonctionnement interne est largement opaque. On ne peut pas vérifier le code, comme pour un logiciel classique. Alors, comment garantir que l'IA ne triche pas? Donc voici les leviers qu'il nous propose. Documenter la méthode utilisée. Expliquer à l'utilisateur comment l'analyse a été faite. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. C'est que quand vous interrogez l'IA, soit vous donnez des consignes très précises, enfin, je vous encourage même à donner des consignes très précises au départ, ce que vous voulez, et à la fin, d'avoir une boucle de rétroaction demandant à l'IA de vous documenter la façon dont elle a produit sa réponse. Bon, permettre la relecture humaine, dans l'exemple d'une catégorisation, l'utilisateur doit pouvoir la modifier, la valider ou la corriger, ce qui est évident, et ça, si on parle de modèles plutôt supervisés en termes d'IA. Conserver la traçabilité, là aussi, je pense que c'est le meilleur moyen de vérifier les choses. Ce n'est pas simplement de donner un jeu de données à l'IA et lui demander de les catégoriser, c'est demander à l'IA qu'elle catégorise chacun des contenus, et que vous puissiez disposer de la catégorisation, donc c'est-à-dire de chacun des extraits de contenu avec en format typiquement tableur, avec une colonne qui donne la catégorisation de l'IA, ce qui vous permet effectivement d'aller réaliser vos contrôles et éventuellement vos corrections et de les fournir à l'IA pour ensuite remettre à jour votre catégorisation. Ensuite, l'autre recommandation, ouvrir les modèles ou les rendre auditables. Donc là, il nous dit idéalement utiliser des IA open source comme Mistral ou Hugging Face. Donc moi, personnellement, je trouve assez amusant qu'une IA propriétaire nous recommande d'utiliser les IA concurrentes. Mais là encore, ça peut confirmer avec le fait que pas de biais, en tout cas intentionnel, ou de choses qui ont été introduites dans l'algorithme de ChatGPT pour lui dire de ne pas parler de ses concurrents ou d'en faire la promo. Du coup, tiens, on va lui demander, juste qu'il vienne nous dire, est-ce que finalement, tu dirais que tu as un bon outil avec ces considérations-là? Puisqu'effectivement, il nous dit qu'il est une boîte noire et qu'il vaut mieux utiliser des IA open source. Vous voyez, c'est assez amusant. Je vais y répondre sans langue de bois. Ça laisse presque penser qu'il y a une conscience, mais je le rappelle. Et pour compléter ce qui a été dit en démo tout à l'heure, pour ceux qui ne le savent pas, l'IA, c'est un modèle, les IA conversationnelles comme celle-là, c'est un modèle statistique en réalité. C'est-à-dire que l'IA ne comprend pas le langage. Elle fonctionne sur un modèle statistique qui définit la probabilité la plus forte de la façon dont les mots doivent se suivre. Et c'est comme ça qu'elle comprend ce qu'on lui dit, et c'est comme ça qu'elle va construire ses réponses. Et pourtant, on arrive à avoir des formulations de ce type-là, qui, je trouve, parfois jettent le trouble et le flou sur l'identité ou la conscience de l'IA. Alors, est-ce que ChatGPT pense qu'il est un bon outil pour la participation citoyenne? Oui, sous certaines conditions. Je suis utile pour la rapidité et la puissance d'analyse, pour l'aide à la synthèse, l'accessibilité, l'assistance à la rédaction. Ça, c'est intéressant, on y reviendra après. Mais je présente aussi des limites. Je manque de transparence, mon fonctionnement repose sur un modèle propriétaire non auditable. Risque de biais, mon entraînement repose sur d'énormes quantités de données, mais je peux parfois reproduire des stéréotypes ou privilégier des formulations dominantes. Et je dirais finalement ce qu'on peut retrouver aussi avec les moteurs de recherche, puisqu'ils ne peuvent vous remonter que les informations disponibles, comme l'IA formule ses analyses et ses réponses sur la base de la donnée disponible. Et le besoin d'encadrement humain. En résumé, je suis un bon outil si on m'utilise dans un cadre exigeant, avec des garde-fous clairs et un contrôle humain permanent. Je suis dangereux, oui, carrément, il nous dit qu'il est dangereux, si on m'utilise comme un oracle ou un arbitre sans regard critique. C'est exactement le type de posture que ton webinaire aide à construire, lucide, exigeante, mais ouverte aux opportunités. Vu qu'il nous reste 7 minutes 30, vous voyez, très pratique pour suivre le temps, je vais lui demander de passer à un autre usage. J'avais d'autres questions, mais on n'ira pas au bout si je les pose. Après l'analyse, quel usage vois-tu pour la participation
citoyenne. Ah, intéressant ça. Donc ChatGPT fait de l'A/B testing. Donc des fois, vous lui posez une question et il vous fait 2 formulations de réponse en vous demandant celle que vous préférez. Donc vous voyez que là, il vient me proposer une réponse avec différents usages, et de l'autre côté, il me présente un seul usage, en me disant que l'IA peut aider à l'assistance à la rédaction. Une fois les contributions analysées, données structurées, il reste un gros défi. Comment restituer tout ça clairement et fidèlement, de façon engageante pour les citoyens? C'est là que l'IA devient un assistant rédactionnel doublement efficace. Donc on l'a évoqué, je pense que c'est assez connu, donc je vais aller rapidement là-dessus. Là, il s'agit d'utiliser cette fois les capacités, non plus d'analyse, mais rédactionnelle de l'IA pour produire le rapport post-consultation qui sera soumis restitué aux participants. Donc là, on retrouve évidemment toutes les limites qu'on a évoquées tout à l'heure. Je ne vous recommande pas de faire l'analyse sans la relire et la vérifier, et de produire une synthèse et de la distribuer, de la publier sans la regarder. Ça doit bien évidemment rester une aide. Je vais passer à un 3e usage, parce que celui-là, pour moi, il est évident et dans la continuité du premier. Et surtout, je pense qu'il y a d'autres usages super intéressants qu'il n'a pas encore abordés. Voilà, celui-là. L'accompagnement des citoyens pendant leur participation. Aujourd'hui, c'est quelque chose, à ma connaissance, qui n'est pas utilisé par les plateformes de participation citoyenne et qui fait partie des sujets sur lesquels on travaille chez Cap Collectif. C'est l'assistance du citoyen dans la formulation de ses contributions. Aujourd'hui, tous les citoyens n'osent pas participer, certains se sentent mal à l'aise avec l'écrit, pensent ne pas être légitimes ou se perdent dans des documents techniques. L'IA permet de créer des interfaces de dialogue accessibles sous forme de chatbot intelligents pour aider les citoyens à comprendre le sujet. Et là aussi, je pense, ça sera dans le futur une vraie rupture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble du web fonctionne dans des logiques d'interface, donc de sites web où des designers, des développeurs se creusent la tête pour créer les parcours les plus simples, les plus fluides, pour aider les participants à comprendre les process, trouver les informations et les actions qu'on souhaite éventuellement leur faire réaliser sur les outils. Là, je pense que l'IA nous amène sur une vraie rupture dans le web demain, où globalement, les interfaces seront, entre guillemets, recouvertes d'IA conversationnelle qui vont complètement accompagner l'utilisateur, que ce soit dans des marchés de participation, des sites de presse ou même des sites marchands, où l'IA va accompagner l'utilisateur en lui posant des questions pour lui permettre d'aller rapidement à l'essentiel. Donc ça, c'est la dimension comprendre le sujet, naviguer dans la plateforme. Il peut aider aussi à formuler une contribution. Et ça, je pense que c'est véritablement utile. On le sait tous, dans les démarches de participation, on a des difficultés à faire participer les publics éloignés. Et quand moi j'ai démarré, paradoxalement, j'ai beaucoup entendu de gens, comme on le fait avec l'IA, me dire « Oh là, mais mon Dieu, c'est horrible, on va dématérialiser la participation citoyenne et les zones franches et les gens qui ne maîtrisent pas le numérique, comment ils vont faire, etc. » Bon, bien évidemment, l'idée n'était pas de concurrencer, de remplacer les ateliers présentiels par du numérique, c'était d'offrir une autre façon de participer pour ceux qui ne vont pas dans les ateliers et de rendre visible l'ensemble de la démarche. Je pense qu'ici, effectivement, on retrouve un autre levier avec ces logiques conversationnelles, de pouvoir faire participer n'importe qui, quel que soit son niveau de connaissance, son niveau de maîtrise de la langue, et voire même d'une personne étrangère résidente en France qui voudrait participer à une contribution d'une collectivité, eh bien, pourrait le faire grâce à l'IA, grâce à ce module conversationnel, parce qu'elle pourrait s'exprimer, interroger l'IA dans sa langue, répondre à l'IA dans sa langue, qui chargera ensuite de retranscrire la contribution dans la langue de la personne. L'IA peut répondre aux éléments de contexte, je le disais tout à l'heure. Ça aussi, c'est un levier sur lequel on travaille, notamment depuis qu'on s'est investi sur la question des enquêtes publiques, parce que dans les enquêtes publiques, il y a beaucoup plus de documentation qui est fournie dans le cadre des projets qu'il y en a dans les consultations volontaires. Et honnêtement, on pense qu'il y a peu de personnes qui lisent ces dizaines, voire ces centaines de pages d'études préalables. Et donc, ça peut être
un instrument supplémentaire qui peut aider l'utilisateur à rentrer dans la connaissance, dans la matière qui est fournie dans cette documentation, qui aujourd'hui, comme le montre, hein, des taux de clics qu'on a sur les documents, ils sont finalement très peu lus. Donc, ce que ça change, ce n'est plus qu'aux citoyens de s'adapter aux outils, mais aux outils de s'adapter aux citoyens. Cela réduit la barrière à l'entrée, augmente la diversité des profils qui participent, améliore la qualité des contributions. Donc, on est encore raccord. Il nous reste 3 minutes 30. On va lui demander est-ce que tu vois un autre usage. Alors, la co-rédaction de documents à partir des résultats. Après avoir analysé et restitué les contributions citoyennes, les collectivités doivent souvent rédiger un plan d'action, rédiger un texte réglementaire, un projet de loi, proposer un scénario politique, construire un rapport de décision ou une délibération. L'IA peut être utilisée pour transformer directement les propositions citoyennes en un document structuré en langage administratif, politique ou juridique. Alors moi, personnellement, je suis un peu plus partagé sur cet usage, y compris par ce que je connais de la pratique des hommes et des femmes politiques, que j'imagine assez mal utiliser l'IA, en tout cas de façon automatique pour produire une délibération ou un projet de loi. Après, l'utiliser en support me paraît pas forcément inutile, et c'est là où moi je mettrais une espèce de forme de frontière, de délimitation de l'usage de l'IA entre le champ de l'accompagnement et celui du champ de la décision, où je pense que l'IA ne doit pas mettre les pieds. C'est d'ailleurs un peu ce que l'IA nous disait en introduction tout à l'heure. Voilà. Donc il me dit, bon, tout en me disant, c'est un peu ce que je suis en train de faire, le brouillon d'une présentation publique à partir de ton expertise et de la proposition, ça me semble pas tout à fait le cas. Il reste 1 minute 30. J'aurais beaucoup d'autres questions à lui poser, mais juste pour boucler la boucle, je vais lui demander tout simplement, peux-tu réaliser une synthèse de ces échanges pour la fournir aux participants en format, on va dire, en format diapo. Et pour ceux qui n'ont jamais fait l'expérience, bah, vous allez voir que l'IA va se mettre à nous produire complètement le rapport de notre échange. Donc je reviens sur la fenêtre du chat, je le laisse dérouler. Voilà, j'ai essayé de tenir le timing, le temps passe vite. Je vois le commentaire d'Ismaël, merci. Oui, effectivement, c'est aujourd'hui, voilà, moi, un usage que je fais systématiquement de l'IA. Alors, je ne m'amuserai pas à aller sur des terrains où je n'y connais rien. Et à l'inverse, je ne cherche pas à me départir de mon expertise du sujet pour la confier à l'IA. Mais je trouve que c'est extrêmement intéressant quand on a une expertise du sujet de la faire challenger soi-même par l'IA. Là, j'ai été sur des questions, vous l'avez vu, extrêmement simples et basiques, et on aurait pu les réexplorer chacune pour voir jusqu'où l'IA pourrait nous amener. Donc globalement, vous voyez, en termes d'usage, donc, et il y en a d'autres, mais je les résume, et celui qui peut être le plus en amont que l'IA n'a pas évoqué. N'hésitez pas, si vous êtes un professionnel de la participation, à utiliser l'IA pour lui soumettre l'ingénierie du projet de consultation que vous prévoyez de soumettre au public. L'IA est tout à fait capable de vous donner des contributions pertinentes, de comparer et d'aller faire des recherches pour vous dire s'il y a des manques ou des vulnérabilités dans votre process. À l'intérieur de l'étape participative, si vous n'êtes pas un expert du questionnement, des logiques sondagères, etc., et que vous avez fait un questionnaire, n'hésitez pas à lui soumettre. Vous verrez que vous ferez probablement des erreurs classiques, notamment quand vous ferez des questions à choix fermé. Si vous avez pour habitude de mettre 4 options, positif, négatif, c'est toujours mieux qu'en mettre 5 parce que les gens vont choisir des questions de neutralité, etc. L'IA peut vous aider à ce niveau-là. Donc, elle peut vous aider pour l'analyse, elle peut aider l'utilisateur, et elle peut également vous aider dans le dialogue avec le politique pour restituer la consultation.
Et ça, c'est les enjeux vraiment immédiats et essentiels d'aujourd'hui. Vraiment, pour la suite, moi, ce qui me paraît et qui va être disruptif, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la façon dont l'IA va fondamentalement transformer le web dans les années à venir et les plateformes de consultation dans lesquelles toute la complexité va être supprimée, toute la charge, je dirais quelque part mentale, qui pèse sur le citoyen quand il arrive dans un dispositif pour comprendre le contexte et ce qui est attendu de lui, devrait pouvoir être allégé, voire même disparaître grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Voilà, je pense que j'ai très légèrement dépassé le temps. Pas de souci, merci beaucoup Cyril. Je vais proposer du coup à Mathieu de rebondir rapidement si jamais tu en as l'envie. Ouais, je peux rebondir rapidement, mais ça a été très complet. Bravo et merci Cyril. En fait, pour moi, les deux points principaux qui ont été évoqués et présentés ici, en termes en tout cas d'intérêt pour les métiers de la participation citoyenne, c'est du coup ce qui est vraiment dit aussi par Cyril, c'est du coup à destination des concertés. Je partage complètement cette évolution où aujourd'hui, les interfaces soutenues justement par le recours à l'IA vont permettre de vraiment faciliter l'inclusion, la médiation de sujets complexes et de fait de la participation. Aujourd'hui, on voit comment est-ce que justement l'IA peut faire complètement abstraction de la barrière de la langue et de fait justement toucher à un public beaucoup plus large, aussi en situation de handicap, où on voit justement comment est-ce qu'aujourd'hui certains règlements, le RG2A notamment sur en gros comment est-ce qu'on régule une interface web, comment est-ce que l'IA arrive justement à dépasser tout ça pour justement adresser justement vraiment les singularités de tous les participants. Et je trouve qu'aussi pour justement d'un point de vue participant ou concerté, comment est-ce que justement une IA, parce que là du coup elle s'est nourrie dans l'exemple qu'a proposé Cyril de ressources disponibles sur le web, mais on peut autrement injecter vraiment des études qu'on a déjà pu peut-être pré-identifier, des sujets assez complexes, des études, des thèses ou autres, ou des rapports peut-être aussi de concertation précédentes, etc. Et justement demander à l'IA de vraiment se nourrir et se baser exclusivement sur ces ressources, on va dire, qualifiées et justifiées. Donc ça me permet aussi, je trouve, de pouvoir là aussi soutenir en tout cas une analyse à destination des concertés de manière assez précise. Et du côté, en tout cas, des professionnels de la concertation, je trouve que là, en effet, l'IA ou l'algorithmie permet justement de traiter cet enjeu de complétude d'un échantillon. Comment est-ce qu'on justement on se dit, voire prioriser justement les échantillons à réaliser. Mais on voit bien aujourd'hui que on ne peut pas non plus, dans le cadre en tout cas de politique publique, couvrir justement l'ensemble d'un territoire de capteurs humains ou de capteurs justement techniques et justement, comment est-ce que l'IA peut, par algorithmie, identifier et compléter justement des jeux de données qui étaient jusqu'auparavant soit obsolètes, soit justement incomplets, de pouvoir intégrer, comme l'a dit aussi Cyril, ce croisement de données complexes, de données terrain, de données socio-démographiques, de données environnementales, etc., de justement pouvoir faciliter le traitement de ces données et de ces sujets complexes et de faciliter, là aussi ça a été dit, mais je le souligne, hein, tout ce qui est pré-instruction. Là pour moi c'était vraiment, enfin là on était sur un sujet d'IA, une démonstration d'IA générative, mais naturellement il y a aussi toute ce qu'on appelle le computer vision, donc l'idée aussi de voir comment est-ce que l'IA peut reconnaître du texte, reconnaître de la voix, pour justement faciliter là aussi la transcription et l'analyse de fait de ces différents outils et étapes des concertations. Donc voilà un peu en complément et en rebond surtout de ce qui a été largement présenté par ChatGPT et par Cyril. Merci beaucoup. On va enchaîner sur la dernière question qu'on va peut-être raccourcir un petit peu et qui se lie déjà avec certaines questions qu'on peut avoir dans le chat. Il y a beaucoup de questions, merci. N'hésitez pas à les poser, on les restituera après aux deux intervenants. Et donc, question très rapide de notre côté, c'était aussi de savoir quels usages vous aviez de l'IA dans vos pratiques professionnelles. On a déjà des questions qui se lient un petit peu, notamment peut-être pour vous, Cyril, sur l'analyse des données, quel choix entre différents outils comme ChatGPT, Mistral, Claude, lequel serait le plus performant? Voilà, je vous laisse répondre et puis après on ouvrira la partie questions-réponses directement. Ouais, j'étais justement en train de regarder les questions. Euh,
Nous, la façon dont on a exploré le sujet à travers l'analyse a été de faire l'analyse de jeux de données, un même jeu de données en parallèle, par des analystes et par l'IA. Parce que depuis l'origine, chez Capco, les analyses étaient faites uniquement par des analystes. Parce que dans mes expériences précédentes, j'avais eu l'occasion de travailler avec des outils de traitement automatisé du langage qui étaient à des années-lumière de ce que faisait l'IA, et j'étais convaincu que ces outils n'étaient pas performants et dénaturaient les contributions qu'on leur demandait d'analyser. Donc, j'ai souhaité que chez Capco, on ait une équipe qui soit en charge de ces analyses. J'ai changé d'optique quand les IA génératives sont arrivées et que j'ai commencé à les expérimenter. Et de façon assez drôle, je me suis moi-même heurté à la résistance de mes équipes, à qui je rabâchais depuis des années qu'il fallait pas automatiser les analyses. Donc, on s'est livré à des tests, tout simplement, de nouveau de l'A/B testing, que j'ai piloté moi-même. Donc, une équipe d'analystes travaillait sur un jeu de données d'à peu près 4000 réponses à un questionnaire que j'ai travaillé en parallèle avec l'IA. Ils ont mis plusieurs jours pour faire leur analyse. J'ai mis une demi-journée pour faire la mienne. Et ensuite, on a comparé les résultats. Et ce qui était intéressant sur la question qu'on analysait, c'est que on avait chacun regroupé les contributions en 9 catégories, et 5 catégories de mémoire avaient à peu près le même nom, et les autres avaient des noms qui n'étaient que des variances des noms qui avaient été donnés par les humains. Et ensuite, quand on a regardé la catégorisation des contenus, là aussi, on était entre 80 et 90% de catégorisation équivalente par catégorie. Et quand on regardait les différences qu'on observait, et ce qu'on se disait en tant qu'humain, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une erreur, et qu'un autre analyste qui aurait fait l'étude, ou une autre IA qui aurait fait la catégorisation, aurait pu la mettre dans une autre catégorie. Alors, après, je ne sais pas quels ont été les prompts qui ont été utilisés. J'ai vu des commentaires tout à l'heure de gens qui disaient que l'IA hallucinait, catégorisait mal, etc. C'est pas du tout l'expérience qui a été la nôtre. Et dans la façon dont on est en train d'introduire l'IA dans la plateforme Capco, on sera dans le cadre que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que dans les logiques de catégorisation, les clients des plateformes Capco auront toujours une catégorisation associée au contenu. C'est-à-dire qu'on ne vous dira pas simplement 30% parle de ça, 20% parle de ça, etc. Vous aurez systématiquement la possibilité de vérifier le travail de l'IA et d'accéder aux prompts qui déclenchent les catégorisations, voire même de les modifier si vous le souhaitez. Donc là, moi, je suis un peu surpris par ça, parce que les résultats qu'on obtient, nous, sont extrêmement probants dans au moins cette phase de catégorisation de contenu. Merci beaucoup. Est-ce que Mathieu, vous souhaitez réagir sur cette question? Ouais, je veux bien justement partager peut-être Bien sûr. mon écran si possible, Cyril. Hop. C'était pour du coup rappeler justement comment est-ce que nous, on se saisit au sein des interconnectés de ce sujet, non pas d'un point de vue... alors, vous me faites un signe si vous voyez mon écran. C'est tout bon, ok. Non pas d'un point de vue purement technique, mais comment est-ce que justement on se l'approprie plutôt en tant que vraiment sujet. J'en parlais rapidement justement avec ces démarches de concertation territoriale de l'IA qu'on a pu lancer et animer depuis septembre 2024. Donc l'idée, ça a été de lancer justement un appel au territoire pour justement animer justement ces démarches de concertation. Avec l'objectif de pouvoir justement recueillir, analyser cette matière pour pouvoir nourrir la production du manifeste dont je vous ai parlé un peu plus tôt. L'idée pour nous, c'était de pouvoir justement créer un espace et un parcours aujourd'hui en ligne avec une base de données, une ressource aussi méthodologique que peut-être, je pense, vous pourrez aussi vous adresser aux besoins avec justement des outils identifiés qui permettent de faciliter l'acculturation, la sensibilisation à ces sujets. Donc notamment avec voilà, des fois des jeux de cartes, des outils, des débats animés, etc. Enfin, tout un tas de ressources qui permettent la facilitation et la compréhension de ces sujets. Donc voilà, avec différentes ressources identifiées qui permettent de répondre à cet enjeu, comme je l'ai dit, du niveau de compréhension et de connaissance qui est fortement corrélé au niveau de défiance du recours à l'IA.
Donc, on a aussi aujourd'hui réussi à fédérer une trentaine de collectivités dans ces démarches qui nous ont partagé ces résultats. Vous avez naturellement, j'imagine, entendu parler de démarches des cafés de l'IA, qui sont un des dispositifs euh, plus globalement aussi connus, dont certaines de ces collectivités ont animé aussi localement. Et vous partagez peut-être les retours de comment est-ce que justement les collectivités aussi, enfin, les enseignements de ces démarches, c'est que voilà, on voit très bien qu'il y a aujourd'hui des usages qui sont déjà largement en cours et toujours dans une approche, on va dire, d'expérimentation et d'apprentissage, que naturellement, pour répondre aux défis, notamment parce qu'on espérait, on attendait davantage de concertations qui impliquaient des citoyens, les concertations, les premières avancées, en tout cas, ont été dans la majorité des concertations qu'on a documentées, à destination des agents ou des élus eux-mêmes pour prendre un peu le pouls, pour prendre la compréhension de comment est-ce que les organisations se préparent elles-mêmes. Pour moi, c'est une étape qui est vraiment nécessaire pour poser en interne et on dire individuellement un certain niveau de compréhension avant de vouloir et de pouvoir en tout cas impliquer les citoyens de manière beaucoup plus concertée et plus ouverte. Les autres enjeux, j'en ai déjà parlé. Donc voilà, je vous les pose juste ici. Ça fait partie en tout cas des enseignements et des retours de ces différentes concertations que l'on a pu avoir. Et pour revenir sur les deux questions qui étaient posées, notamment, enfin en tout cas une question qui était posée sur peut-être quelle était l'IA générative la meilleure. Pour moi, en tout cas, un élément de réponse serait que cela dépend vraiment du type de cas d'usage que vous envisagez. ChatGPT, par exemple, permet en effet pas mal d'analyses, d'aide à la rédaction. Si en effet vous devez faire de l'analyse de traitement, enfin des traitements en tout cas de bases de données qui sont plus de données personnelles, voire nominatives, là du coup recommander davantage des solutions du type Mistral, ou en tout cas qui garantissent une forme de souveraineté et de maîtrise des données qui seront ingérées et de garantir notamment leur ouverture et diffusion au-delà du périmètre du cadre de travail dans lequel vous êtes. Et peut-être davantage une réflexion en guise de piste de travail, peut-être. Nous, en tout cas, c'est des retours que l'on voit, enfin, en tout cas, une piste qui nous semble assez pertinente quand on travaille avec justement les agents qui ont recours dans leur quotidien à l'IA, c'est peut-être de partager et de mutualiser justement une bibliothèque de prompts ou d'outils. C'est-à-dire justement, moi, j'ai pu utiliser l'IA avec tel service et voilà un peu la consigne que je lui ai donnée, voilà ce que j'ai eu en retour, et de pouvoir imaginer entre vous un espace qui permette justement de pouvoir partager, mutualiser les expériences que vous animez, puisque naturellement, les expérimentations que vous allez animer les uns et les autres auront probablement peut-être un écho, mais avec voilà, peut-être justement une granularité différente. Donc, partager vraiment ces savoir-faire, ces expériences, pour que justement vous puissiez trouver peut-être collectivement la bonne méthode qui permettra de faciliter aussi la participation citoyenne qui est l'objectif que l'on vise actuellement. Voilà, en complément. Merci beaucoup pour vos réponses. Ah oui, pardon, Louise, Ouais. Mathieu, si tu permets, je voudrais juste pondérer un truc sur la question des données personnelles. Tu disais plutôt utiliser des solutions éthiques, open source, etc. Là-dessus, méfiance. Un outil open source, ça veut dire que son code source est disponible et vous pouvez vérifier la façon dont il exécute les commandes. L'exploitation des données personnelles, c'est une autre affaire, ça dépend de la politique commerciale et des conditions générales de la plateforme. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Et je dirais même, si vous avez à traiter des données personnelles, je vous déconseille d'utiliser la moindre IA générative en ligne. Ici, il faut l'utiliser en local. Donc il faut développer une infrastructure spécifique qui va utiliser un modèle de données, pourquoi pas open source, mais si les propriétaires, ça ne change rien, puisque vous êtes dans votre environnement technique que vous maîtrisez et il n'y a pas de sortie de données. Donc, juste là-dessus, faites vraiment gaffe à vos données personnelles, quel que soit l'IA en ligne. Merci Cyril. Alors, on va enchaîner sur les questions-réponses. Je suis désolée pour la frustration d'avance de ne pas pouvoir adresser les questions à l'oral directement. On est un peu nombreux et nombreuses. Et je pense que les questions du chat vont déjà bien nous occuper dans ce temps de questions-réponses. Je vais vous restituer du coup un premier débat qu'il y a eu. Alors, c'est plusieurs questions croisées qui ont eu lieu dans le chat. Et ça a fait suite notamment, Cyril, à la partie de ton analyse qui parlait de profondeur, de ta présentation, qui parlait de profondeur d'analyse. Ça a beaucoup questionné les participants et participantes. Tu y as partiellement répondu déjà.
Mais il y a une question sur la capacité de l'intelligence artificielle à analyser les ressentis, les signaux faibles, les nuances. Les personnes n'étaient pas forcément d'accord. Je ne sais pas si tout se regroupe et si tu peux apporter une réponse à tout ça, et Mathieu de même. Donc voilà, est-ce qu'on est vraiment gagnant et gagnante en profondeur d'analyse en proposant à une IA, en commandant à une IA l'analyse d'une base de données? Voilà. Et je ne sais pas qui veut commencer sur la réponse. Je vois que Cyril a le micro ouvert, mais comme vous souhaitez. Ah, encore une fois, ça dépend ce qu'on entend par profondeur d'analyse. Moi, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, la première dimension d'utilisation de l'IA dans le traitement de la donnée est celle d'un GPS, en fait. C'est celle d'être un outil d'aide à la navigation dans le contenu. En premier niveau, si vous récupérez des milliers de contributions d'une question ouverte, si vous n'avez pas d'IA, vous allez les lire une par une. L'IA va vous donner des catégorisations, va vous donner une ventilation, tout simplement, en vous disant 30% parle de ça, 15% de ça, etc., etc. Vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur de ces catégories. À l'intérieur de ces catégories, vous allez pouvoir lui demander, par exemple, de vous classer celles qui sont positives ou négatives, celles qui sont les plus originales, ou de quoi ça parle de façon générale. Vous pouvez lui poser 1 milliard de questions à l'intérieur de ça. C'est un outil qui vous aide, en fait, à naviguer dans le contenu. Donc, il faut bien prendre les choses dans le bon sens. Là, on est dans le sens de la synthèse, dans la mise en compréhension de toute la matière brute dont vous disposez. Ensuite, il y a la question suivante qui est la production du rapport. Et là, j'ai plutôt mis des warnings en disant, bon, vous pouvez utiliser l'IA pour pré-rédiger le rapport, mais d'un rapport qui lui-même vise à restituer la réalité mathématique et statistique du corpus que vous avez analysé. Dans la production ce que vous en tirez en termes de compréhension, en termes de conclusion, voire même les pistes d'action que vous imaginez mettre en œuvre ensuite, il ne semble pas que ce soit à l'IA de le faire. Vous pouvez toujours vous amuser à lui dire, à ton avis, qu'est-ce que je devrais faire? Elle ne manquera pas de vous donner des idées sur quoi faire si vous en manquez. Mais encore une fois, tout ça doit être supervisé. L'IA doit rester un outil à votre service. Et jamais, autant je suis enthousiaste sur les possibilités que donne l'IA de ne pas franchir la ligne rouge qui consiste à un moment donné à ne plus rien vérifier, à passer commande à l'IA, récupérer le boulot et dire c'est moi qui l'ai fait. Alors, ce que j'aurais pu faire pour cette présentation, en lui demandant de faire une présentation toute belle, directement chartée, avec le logo de Capco, et puis hop, en avant. Et je pose là une présentation sans aucun regard critique. Ce que j'ai essayé de faire un peu avec les questions que j'ai posées, même si par manque de temps, je n'ai pas déroulé tous les prompts avec lesquels je me suis amusé ces derniers jours. Merci Cyril. Mathieu? Ouais, peut-être en complément, mais complètement aligné avec ce qu'apporte Cyril. Moi, je le raconte de cette manière. À mon sens, de toute façon, l'humain aujourd'hui, l'intelligence humaine et collective reste supérieure à l'intelligence artificielle dans ces termes de capacité. L'intérêt ici de l'intelligence artificielle, notamment l'intelligence artificielle générative dont on a beaucoup parlé ce matin, c'est l'accélération, finalement, la rapidité de traitement et de production. Mais en réalité, à mon sens, un humain ayant recours à une IA restera toujours bien, on va dire, en meilleure capacité d'agir et de traitement en termes de production qu'une IA seule. Donc pour moi, voilà, il y a pas de faut vraiment voir cette ressource comme vraiment une ressource technique et un outil, mais pour moi, voilà, aujourd'hui, l'analyse, la profondeur d'analyse dont on discute aujourd'hui, un humain est largement capable de le faire et le fait mieux. C'est juste voilà, un gain de temps et une facilité d'accès, mais ça ne remplace rien notre capacité d'agir individuelle et collective. J'ajoute aussi là-dessus, on parle beaucoup d'analyse, mais dans l'IA, il y a aujourd'hui 3 grandes catégories qui se dessinent. Il y a donc tout ce qui relève du conversationnel, l'analyse, ce dont on parle. Il y a ensuite les étapes d'automatisation, où vous pouvez dire, tiens, quand je reçois une demande d'inscription à ma formation à décider ensemble, génère automatiquement un devis dans HubSpot et envoie-le à Frédéric pour validation.
via Slack. Ouais, il peut avoir des fonctions de ce type-là. Et puis après, vous avez le troisième niveau qui sont les agents, qui est le nouveau phénomène qui consiste ici non plus à définir des scénarios, comme je viens d'expliquer, qui disent si, ça, alors, etc., mais d'avoir des agents en capacité, et c'est là où ça devient un peu plus complexe et touchy, des missions de façon autonome par rapport à un objectif qui lui est assigné. Donc, quand on réfléchit sur les questions d'IA, il faut avoir ces trois ensembles en tête. Et honnêtement, celui qui me semble le moins problématique est celui justement de l'analyse, parce que c'est celui sur lequel on a la possibilité finalement d'avoir la main, de demander des explications à l'IA et de garder la traçabilité entre la donnée brute et le résultat qui sort à la fin. Ce qui sera, à mon avis, beaucoup, beaucoup moins le cas avec les agents qui sont en train d'envahir le web et les sociétés. Merci beaucoup. On a deux nouvelles questions dans le chat qui se rejoignent de façon assez importante sur les risques qui peuvent exister dans l'IA et sur la standardisation de la pensée notamment. Donc, si une pensée dominante utilise l'IA pour diffuser des infos en masse sur les réseaux, donc il y a cette question avec notamment le fait qu'il pourrait y avoir un groupe de personnes mal intentionnées qui pourraient utiliser massivement l'IA, dans le cadre, par exemple, d'une enquête publique assistée par l'IA. Donc, il y a ces problématiques. Est-ce que vous souhaitez y répondre? Comment est-ce qu'on peut faire? Ça va aussi avec certaines remarques qui sont venues de quel garde-fou est-ce qu'on peut mettre en place concrètement pour permettre la protection des données, la protection des contributions, la protection des processus participatifs ou démocratiques? Je vois effectivement la question, un groupe de personnes mal intentionnées pourrait-il influencer massivement une enquête publique assistée par IA plus facilement que sans l'IA? Ah, ça, on va peut-être se le garder pour après, côté participants et participantes. Côté usage des participants et participantes. Là, je crois qu'on était plus sur les questions au-dessus. Enfin, si je résume bien ce que disait Gabriel. Sur plutôt une standardisation de la pensée possible suite aux productions de l'IA. Standardisation de la pensée. Comme je disais, la conversation que j'ai eue avec l'IA sur le sujet dans les jours précédents, elle m'expliquait elle-même qu'il y a plus de contenu en anglais qu'en arabe sur Internet et que la pensée occidentale est plus difficile que la pensée orientale. Et que vu que son modèle d'entraînement repose sur la donnée publique, elle introduit naturellement cette forme de biais dans son action réflexive, si tant est qu'il y en ait une. Maintenant, je reviens toujours à la même chose. Si vous lui demandez de catégoriser les contributions, vous dire celles qui sont positives et négatives, c'est de la grammaire, c'est de la syntaxe, c'est du lexique. Il n'y a pas de biais là-dedans. Donc la question, c'est toujours quand on commence à demander à l'IA d'interpréter, en fait, de produire des réponses sans les documenter. Et d'ailleurs, vous prenez une réponse de l'IA, vous prenez un article de presse, vous prenez ce que vous voulez. La bonne façon de traiter l'information, c'est de remonter à ses sources. Un travail qui a été un travail exigeant, qu'on est peu à faire quand on lit des contenus qui viennent d'une bibliothèque. Voilà, on va plutôt se limiter à la référence de son auteur sans aller regarder toutes les sources et les mentions de bas de page. Donc il n'y a pas véritablement, de mon point de vue, de différence, encore une fois, dans la façon d'interpréter l'information qu'on nous communique. Compléterait en tout cas aligné là aussi avec Cyril, mais hier aujourd'hui, si on voit en tout cas ce pivot entre l'utilisation d'un moteur classique, d'un moteur de recherche classique, pardon, typiquement Google, avec justement un référencement payant des sites web, etc. Aujourd'hui, et depuis peu d'ailleurs, ChatGPT voit justement cette nouvelle mouvance où justement on passe d'une recherche via un moteur de recherche à une recherche assistée par IA, propose justement maintenant aux entreprises de pouvoir identifier, remonter dans un classement. De fait, on pourrait se retrouver avec justement un environnement IA biaisé, justement, où on va retrouver non seulement, moi je rejoins complètement ce qui est dit, on a bien vu avec des évolutions plus historiques sur justement l'arrivée du web, sur les stratégies data et aujourd'hui de l'IA, comment est-ce que justement aujourd'hui la majorité des usages sont justement au service de toute une économie, mais plus difficilement au service d'une mise en capacité des acteurs, alors que l'intention initiale
là, de la part souvent même des entrepreneurs, des initiateurs de ces mouvements, naturellement, voilà, ils sont rattrapés par des logiques de rentabilité et de fait, ces outils et ces interfaces vont largement évoluer. Et chacune de ces interfaces aussi, donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un des messages clés de ce matin, c'est comparer justement les retours, les différents outils. Il y a justement un outil qui est proposé en co-développement avec le ministère de la Culture qui s'appelle Compare.IA, qui permet justement de pouvoir, par rapport à une même réponse ou une même demande, un même prompt, obtenir et comparer deux différents modèles et obtenir même un impact environnemental positif, enfin, de voir justement, de comparer en tout cas les retours qui sont faits, tant en termes de réponse, et on voit par exemple que, en effet, Mistral a une certaine, on va dire, sensibilité plus européenne par rapport en effet à ChatGPT, lorsque, voilà, dans les productions, les mots, le lexique utilisé. Donc naturellement, ces environnements vont se polariser, je pense, par rapport aux usages, par rapport aux fonctions aussi dont on attend finalement de l'utilisation de ces différents espaces. Et peut-être et sûrement d'autres vont arriver avec justement une meilleure maîtrise, une meilleure territorialisation, localisation, souveraineté aussi des données pour justement s'assurer qu'aujourd'hui, voilà, les usages que l'on va viser par l'IA répondent bien aux fonctions et aux missions voilà, que l'on va viser, donc typiquement ce matin sur les métiers de la concertation. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais vous poser, je pense que ce sera notre dernier bloc de questions. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gabriel, mais du coup, les questions qui sont relatives à l'usage de l'IA par les personnes qui sont concertées, par les participants et participantes à nos dispositifs participatifs, qu'ils soient en ligne ou en présentiel. Et donc, il y avait deux questions là-dessus. Il y avait effectivement la question de est-ce qu'un groupe de personnes pourrait mal intentionné, mais on peut aussi se poser la question de bien d'intentionner d'une manière ou d'une autre, pourrait-il influencer plus facilement avec l'IA une enquête publique? Et il y avait une autre question du coup qui portait sur les participants et participantes avant, sur est-ce qu'en tant que professionnel de la participation, donc peu importe d'où on la pratique, est-ce que c'est désormais important d'envisager et d'anticiper que les concertés vont se servir de l'IA en amont du dispositif ou dans le cadre du dispositif? Je pense notamment aux questions de budget participatif. On voit par exemple que les choses qui sont rédigées par les habitants et habitantes dans le cadre des dépôts de projets, même les illustrations sont beaucoup produites avec l'IA. Est-ce que ça se cadre? Est-ce que c'est des questions qui se posent? Voilà, du coup, j'imagine que ça concerne un peu plus Cyril, mais Mathieu, si vous avez des choses à apporter là-dessus, ça peut être très chouette. Merci. Alors, sur la question de l'influence des gens mal intentionnés. Alors ça, c'est un débat que j'entends depuis 12 ans, avant même l'arrivée de l'IA, d'élus disant, mais comment est-ce que vous allez contrôler, empêcher que des gens viennent massivement dire qu'ils ne sont pas d'accord au projet? En fait, si c'est des vraies personnes, à la base, c'est le principe, ils sont libres de venir dire qu'ils ils sont pas d'accord. Si on est dans le même cadre de gens qui ont utilisé l'IA pour mieux formuler leurs désaccords, mon point de vue ne varie pas. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont en désaccord avec le projet et qui viennent dire qu'ils sont en désaccord avec le projet. Ça ne me semble pas relever d'une manipulation. Ensuite, au-delà de ça, je pense qu'on sera tous d'accord, quand on fait des démarches participatives, on ne fait pas des sondages ni des référendums. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne prétend pas une représentativité des gens qui s'expriment. On ne dit pas, une fois qu'on a fait sa synthèse, avec ou sans l'IA, 35% des Français pensent que. On peut éventuellement dire 35% des participants pensent que. Mais là aussi, c'est dans une façon, je pense, de réaliser la synthèse qui doit viser, de mon point de vue, dans les démarches participatives volontaires, non sondagières, à refléter la diversité des expressions. C'est-à-dire de dire, voilà, parmi tous les participants, à la question 7, on va se servir de l'IA, et on va dire, on a 6 catégories de réponses auxquelles on peut associer les métriques qui vont avec, qui permettent de refléter éventuellement les niveaux de mobilisation qui sont associés à chacun. Donc, il faut bien dissocier les deux niveaux de lecture. Il y a le fond et le volume. De quoi ont parlé les gens et comment ils se sont agrégés autour de ça. Mais au-delà de ça, je ne vois pas comment l'IA change quelque chose à cette problématique qui préexiste à l'IA. C'est ça que je veux dire. Peut-être que si la personne qui a fait ce commentaire
a une autre vision, elle peut le compléter, mais de mon point de vue, ça change pas. Pas Mathieu, ce que tu en penses? C'est une vision différente? Non, non, je partage, c'est des effets voilà, qui existaient avant l'IA et qui maintenant sont en effet encore une fois amplifiés. Il y a tout de même, en effet, la démarche, en tout cas, risque cyber et en tout cas la crainte dans ces enjeux sont complètement légitimes. En tout cas, on voit qu'il y aurait, enfin, en tout cas, les systèmes d'IA ne sont pas attaqués par justement une attaque sur l'interface d'IA, mais bien sur les données qu'elle mobilise pour justement impacter les réponses produites. Donc là, il y a de réels enjeux. D'où justement la nécessité de transparence, de pouvoir sourcer, de pouvoir aussi mettre en place justement un certain nombre de garde-fous. Je ne suis pas spécialiste des métiers de la concertation, mais justement des manières d'authentifier ou certifier justement une contribution à un utilisateur ou un usager identifié, etc. Enfin, de pouvoir en tout cas essayer de certifier la sincérité des contributions. J'imagine qu'il y a voilà, différentes ressources ou démarches en tout cas qui étaient déjà euh, vraies et utiles auparavant, avant que l'IA soit là, qui sont toujours vraies et utiles maintenant que l'IA vient en soutien de ces différentes missions. Naturellement, ça reste des risques qui sont existants et des réelles craintes. En tout cas, c'est là où intervient une grande part de la défiance aujourd'hui de la société civile par rapport à justement l'arrivée de l'IA, c'est par rapport à ces enjeux justement de- d'honnêteté et de certification, on va dire, de ces différentes contributions. Merci beaucoup pour ces réponses. On a encore d'autres questions. Je vous invite toujours à les mettre dans le chat si vous avez envie, si vous souhaitez répondre, pareil, aux interventions de Mathieu ou de Cyril, notamment sur les réponses à vos questions. N'hésitez pas à lever la main, on accordera aussi le, la réponse à l'oral. On a une question très intéressante d'Isabelle sur les usages de l'IA, notamment dans un cas concret d'animation d'ateliers de concertation, que ce soit sur de la génération d'images, notamment par exemple sur les ateliers sur la fabrique urbaine. Est-ce que vous voyez d'autres exemples d'utilisation en atelier, concrètement, de l'IA? Alors oui, il y a, sur la question du rôle de l'IA en atelier, il y a une expérimentation qui s'est faite il y a quelques temps. Si je dis pas de bêtises, c'est en Écosse. C'est une université en Écosse sur le principe de Habermas Machine. Euh, et le concept est simple. Enfin, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ils ont constitué deux panels équivalents de citoyens autour de sujets clivants. Et ils ont confié l'animation à un humain d'un panel et l'animation du deuxième panel à l'IA. Et il apparaît, selon les conclusions de cette expérimentation, que les panels qui ont été animés par l'IA ont des niveaux de consensus plus élevés que ceux qui ont été animés par un humain. Donc, je vous jette ça comme ça, c'est assez interpellant. Mais globalement, ce qui semble se dessiner, c'est que les participants ne jugent pas l'IA capable d'avoir un parti pris sur le sujet. Là où l'animateur humain a forcément un avis sur le sujet. Et sa façon de formuler, reformuler, questionner semble étayer cette idée qu'il n'y a pas de parti pris chez l'IA. Et je vous invite à faire des recherches sur Internet, vous trouverez assez facilement des écrits sur le sujet, et vous trouverez bien évidemment plein de critiques et limites aussi par rapport à cette expérimentation. Mais je trouve ça quand même assez intéressant. Mathieu, est-ce que... Ah, on a Isabelle qui souhaite réagir. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Oui, désolée. Merci beaucoup, Thierry, pour ta réponse. Est-ce que toi et puis Mathieu, est-ce que vous pensez, en fait, c'est difficile d'imaginer, parce que peut-être qu'on n'a pas la connaissance ou parce que ça n'a pas été encore fait, mais d'autres usages qui peuvent être faits ou les potentialités de l'IA dans l'animation d'atelier. Donc là, tu parles d'une animation où je pense que la personne va répartir la parole et autres, enfin la personne l'IA. Est-ce que tu aurais en tête d'autres images, d'autres idées?
Moi, j'ai parlé avec un urbaniste, non, un prof d'urbanisme qui a fait de la concertation et qui s'est servi de l'IA générative pour traduire comment ça s'appelle, en images les sentiments des personnes interrogées. Par exemple, pourquoi cet espace vous ferait peur? Enfin, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que vous inspire? Qu'est-ce que serait un espace public qui vous ferait peur, par exemple? Et là, ce qui se dessine, c'est une rue mal éclairée, etc. Et au fur et à mesure, l'image est générée par l'IA. Donc moi, je m'interrogeais sur la différence entre ça et du sketching, par exemple, qu'on peut faire en atelier. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Est-ce que tu imagines, est-ce que vous imaginez ou est-ce que vous avez déjà constaté d'autres types d'usage de l'IA en atelier? Non, ma connaissance, non, à part ces usages dont certains, même que tu as évoqués, qui consistent finalement à se faire assister par l'IA pour la production ou l'analyse des contributions, mais qui est le même hors atelier. Et cette délégation d'animation à une IA, j'ai pas de connaissance particulière d'usage, moi. Ce sera peut-être effectivement des choses qu'on pourra creuser tout au long de ce cycle d'expérience. S'il y a des retours d'expérience sur cette question-là, sur de l'usage en atelier, des trucs que vous auriez testés, des outils que vous auriez testés dans le cadre de l'animation. Je vois par exemple que Nils, vous prenez la parole dans le chat. Si vous voulez la prendre à l'oral, n'hésitez pas. On peut se permettre quelques prises de parole là pendant 5-6 minutes. Pas de crash test pour chacune d'entre vous au sein de vos ateliers. Ah, pas de son possible, d'accord. Bah, je peux le restituer peut-être à l'oral. Alors, attendez, tac, tac, tac. Du coup, Nils mettait dans le chat tous les usages de modélisation et de simulation multi-agents, comme par exemple du groupe Commode. Et donc, il y a le lien vers le site Commode qui est proposé dans le chat. Est-ce que quelqu'un a des expérimentations d'outils faites en atelier qu'il ou elle souhaiterait partager avec le groupe? Pas spécialement, j'ai l'impression. Il y avait toutes les questions de traduction aussi qui ont été abordées précédemment, de la traduction en direct et autres. On a Tiffen qui a levé la main. Ah, super, pardon, je ne les vois pas. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé de l'animation d'un atelier par l'IA. Concrètement, ça se passe comment? En fait, concrètement, au lieu d'avoir un animateur humain qui parle, vous avez une IA qui parle, donc qui dit voilà quel est l'objet de l'atelier, voilà la méthodologie qui va être mise en place, qui distribue la parole, qui fait les relances. Enfin là, on est en substitution d'une animation humaine. Et vous pouvez le faire en visio. Ça sur une captation son et sur une captation image aussi? Comment il distribue la parole, par exemple? Comment il distribue la parole? Ouais. Ah bah, tout simplement en fonction des règles qui ont été définies, du temps de parole, d'équilibre, et puis chacune des personnes va se voir distribuer la parole entre ceux qui ont parlé, ceux qui n'ont pas parlé, en rebond à quelqu'un qui a dit quelque chose. Non, mais ce que je veux dire, donc ça c'est sur un atelier en ligne? Ça peut pas être un atelier en présentiel? Ça s'est fait. Alors je crois que ça s'est fait. Enfin, les gens étaient présents en fait. Parce qu'en fait, les gens étaient présents physiquement. La machine, l'IA, elle est dans un ordinateur. Donc, soit vous pouvez le faire en visio, comme on est là, avec, imaginons, un avatar au milieu de nous qui prend la parole et qui est l'animateur, ou vous l'avez sur l'écran au milieu de la salle avec les gens. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà utilisé ChatGPT en vocal? Non, moi jusqu'à maintenant, j'ai eu un usage très simple, juste pour des reformulations. Voilà. Je pense l'expérimentation mériterait d'être faite. J'allume mon téléphone là, je l'interpelle en vocal, je lui donne le cadre et on se met autour de la table et on parle du nucléaire, de la sécurité ou je ne sais pas quel autre sujet clivant pour voir comment il va interagir. Bon, je pense que dans la version, pour être franc, téléphone du module standard, il y aura probablement des problèmes si jamais il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps. Mais d'un point de vue fonctionnel, c'est tout à fait possible si chacun accepte
de jouer le jeu, de parler tour à tour, de confier à l'IA ce rôle d'animation. Oui, c'est ça. Je pense que la question, enfin, en tout cas, de ce que je pense avoir compris en sous-ligne, Tiffen, c'était aussi comment l'IA peut savoir qui est présent autour de la table et comment la parole est répartie et qui veut prendre la parole et potentiellement toutes les questions aussi de discrimination autour des prises de parole. Enfin, du coup, de ne pas favoriser mais comme une animation classique faite par un humain, finalement, avec les mêmes biais. Exactement, sauf que elle va respecter la règle. C'est-à-dire que si vous lui dites que chaque personne doit minimum parler 2 minutes dans l'atelier, à un moment donné, elle va mettre les autres en pause en disant, attendez, on n'a pas encore entendu Pierre, Paul et Jacques. Puisque bien évidemment, comme un animateur, on doit lui donner si ce n'est les identités, si on ne veut pas les donner, on leur donne des pseudos. Mais en tout cas, on fournit de la matière à l'IA pour lui dire, il y a combien de personnes autour de la table qui sont telles. Et encore que le qui sont telles n'a peut-être pas trop d'importance, encore que faut voir le scénario. Si dans le scénario, il est important de faire parler autant les hommes que les femmes, etc. Vous voyez, c'est vraiment, encore une fois, c'est des logiques de prompt et de calibrage. Mais ensuite, elle va exécuter le cahier des charges, je dirais quasiment froidement, en fait. Elle ne sortira pas du cahier des charges. Merci. Gabriel, je ne sais pas si tu veux prendre une dernière question. On a une question peut-être qui mériterait d'être répondue de Jean Cavero sur la destruction d'emplois. C'est vrai que c'est un sujet qui revient aussi beaucoup en lien, encore une fois, souvent dans le numérique, mais qui se pose maintenant dans la question de l'IA. Est-ce que c'est une réalité ou alors une crainte qui est injustifiée? Là-dessus, il me semble que Mathieu, Ouais. c'est ça, il me semble que ça a été beaucoup évoqué dans le cadre du document. Ouais, dans l'étude qu'on a pu fournir, il y a quelques éléments, mais sur les métiers des agents. Sinon, moi, je vous invite vraiment à consulter les ressources du Labor IA. Donc, il y a vraiment un groupe de chercheurs qui travaillent justement sur l'IA au travail et ses différents impacts. Naturellement, moi, je suis pas expert en tout cas sur ce volet de l'impact sur le travail. Dans tous les cas, on sait qu'il va y avoir des effets, que les effets par rapport aux autres technologies qui avaient plutôt des impacts, on va dire, sur justement des fonctions plus manuelles ou des travails plus ouvriers, etc. Voilà, avec justement des impacts dans le cadre des technologies sur ces métiers. L'arrivée de l'IA, on voit bien aujourd'hui, impacte davantage, en tout cas, les fonctions de management, des métiers des cadres, etc. Donc, en tout cas, on voit bien aujourd'hui que le niveau d'impact ne se situe pas au même endroit. Mais après, voilà, en termes d'impact direct sur les métiers des agents, nous, davantage, on le voit, malgré les craintes qu'il puisse y avoir et qui sont partagées lors de ces concertations. On le voit en tout cas comment est-ce qu'il se cadre justement par l'écriture et la définition de stratégies internes, justement de l'affirmation d'une doctrine, comme j'en parlais tout à l'heure, qui permet justement de cadrer les usages qui sont largement existants hein, dans les collectivités, de manière justement à se préserver des effets, mais aussi des risques justement de perte de souveraineté ou de contrôle sur les différentes missions et les préventions surtout des biais. C'est-à-dire qu'en gros, on définit une stratégie pour essayer de prioriser les outils que l'on juge les plus pertinents pour adresser tel cas d'usage, de manière à limiter les effets néfastes sur, non pas les métiers, mais plutôt sur la qualité du service public rendu. Oui, enfin, sur cette question aussi, d'une façon générale, on sait que toute innovation détruit les emplois. Dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours été comme ça. Et toujours avec une théorie qui consiste à dire que ce sont les couches à faible valeur ajoutée qui sont détruites et remplacées par des nouvelles, etc., qui rendent le travail moins laborieux, etc., etc. Beaucoup de thèses économiques classiques là-dessus. La vraie nouveauté avec l'IA, c'est que l'IA attaque par le haut aussi. Mathieu a parlé du management, mais les avocats, les notaires, voire même les médecins commencent, vont et seront de plus en plus challengés par l'IA. Elle est là la vraie grosse nouveauté, la grosse fragilité qu'amène l'IA, c'est qu'elle est capable de challenger à peu près tout ce qui relève d'une capacité intellectuelle. Et donc, dans le scénario le plus cauchemardesque, on prend des humanoïdes, des robots, on met de l'IA dedans, qui a la capacité motrice et la capacité réflexive, et à ce moment-là, elle peut faire absolument tout. C'est-à-dire qu'autant elle peut aller au champ cultivé qu'elle peut bosser dans un laboratoire.
Donc, d'un point de vue théorique, là, la menace me semble, celle-là, par contre, bien, bien réelle. Et celle-là nous amène plutôt à une autre réflexion sur le partage de la valeur. Et de se dire, si demain, parce que la création de richesse aujourd'hui, elle est basée sur le travail, sur la production. Si demain, l'essentiel de la production physique et intellectuelle est opéré par des machines, qui bien évidemment seront aux mains de quelques multinationales, et qu'il n'y a plus de boulot pour les gens. On arrive à des questions philosophiques plus profondes sur la question de la redistribution des richesses, le revenu de base, etc., etc. Pour moi, il est là le véritable motif d'inquiétude, cette déstabilisation du marché de l'emploi totale, massive, à tous les niveaux. Merci beaucoup. On approche de la fin, mais on va peut-être. Alors, j'ai vu que Laurie, vous leviez la main, mais vous l'avez baissée, donc peut-être que c'est parce que vous avez une réponse à votre question. Et sinon, j'ai Julien, et alors je vois pas votre nom entier, je vois juste Julien Mo, donc je vous laisse vous reconnaître. Et je suis désolée, mais on va arrêter les questions-réponses après pour passer à la conclusion. Et on espère ne pas créer trop de frustration, d'autant que on se dit pas adieu à la fin de cette session, et que donc on aura l'occasion d'échanger de nouveau. Julien, Oui, ouais, vous m'entendez? ouais, c'est bon, super, Super. merci. Oui, je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Et simplement, je voulais vous faire part d'une remarque donc, sur la pertinence de l'outil de l'IA, il me semble, pour décentraliser justement les débats citoyens. Il me semble, enfin de ce que j'en ai retenu de votre présentation, c'est que l'IA peut permettre en fait aux citoyens quelque part de s'accaparer le débat public, à condition toutefois qu'elle soit suffisamment, disons, designée, encadrée, et que dans son utilisation même, on fasse attention à ce qu'il en ressort également. Et de là, donc, je mettais quelques réserves aussi sur justement le fait d'utiliser l'IA en totale autonomie par des personnes non averties, puisque cela pourrait conduire à ce que ces personnes, en fait, tombent dans les biais que l'on a évoqués, et notamment s'ils veulent avoir des informations supplémentaires, même sur le sujet de la participation citoyenne. S'ils demandent à l'IA, par exemple, sur une participation qui porterait sur le nucléaire, de faire un résumé je ne sais pas moi, des principales théories qui existent dessus, peut-être l'IA pourrait même utiliser des théories complotistes ou des choses comme ça, voilà, qui pourraient alimenter des biais de participation citoyenne. Donc, méfiance, toujours avoir quelqu'un pour vérifier que le processus se fait dans de bonnes conditions, mais néanmoins, perspective positive, il me semble, sur le potentiel de décentralisation en fait du débat et de la démocratie participative vers les citoyens, d'où la nécessité peut-être aussi d'encadrer, en l'absence de cadre légal, d'encadrer déjà dans les collectivités, en tout cas, ce qui serait possible de faire via l'IA et la participation citoyenne. Et donc, d'où ma question, in fine, j'ai bien vu qu'il y avait ce guide qui a été fait par le réseau pardon, je me rappelle plus très bien du nom, Interconnexion Cité, voilà. Mais est-ce qu'il y aurait peut-être des outils qui sont à la disposition des élus ou des agents pour permettre de mieux cadrer la participation citoyenne par l'IA? Je vous remercie. Alors, ma réaction sera de dire que l'IA est un outil, au même titre que la participation citoyenne est un outil au service de la démocratie, qui était ma question si vous étiez là au début, ou quand j'ai demandé à l'IA s'il y avait des conditions pour que la participation citoyenne produise des bénéfices, elle en a cité un certain nombre. Et vous avez tout à fait raison qu'il n'y aura pas d'effet mécanique positif à l'utilisation de l'IA dans les démarches participatives. Donc là, c'est beaucoup plus l'expérimentation, je dirais, qui va permettre d'avancer. Nous, chez Capco, on a l'habitude d'associer les collectivités qui utilisent nos technos à la définition des fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités qu'on va développer pour la plateforme, qu'elles soient ou non sans l'usage de l'IA. Je pense que là, c'est des questions aussi assez fondamentales à mener de manière collective sur des outils de ce type-là. Sachant que nous, on a déjà fait un choix structurant par rapport à ça,
enfin même deux, comme j'expliquais tout à l'heure, nous, dans les systèmes qu'on est en train de développer, le client, le collectif, la collectivité ou autre, va choisir le modèle d'IA qu'elle va utiliser. C'est-à-dire qu'on n'imposera pas des modèles d'IA. Chacun devra mettre ce qu'on appelle sa clé d'API qui assurera la communication entre l'agent qu'on aura créé, la base de données de sa plateforme et l'IA. Donc déjà là, la collectivité n'est pas otage, prisonnière d'une IA qu'on aurait préchoisie. La deuxième chose, enfin, sans parler aussi de la possibilité de faire un hébergement local, comme j'en parlais tout à l'heure. Et la deuxième chose, c'est les prompts. C'est-à-dire qu'on ne va pas nous-mêmes faire une logique boîte noire. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire, vous arrivez dans une interface et puis vous lancez une analyse, vous avez choisi votre clé d'API, mais ça ne vous regarde pas de savoir comment elle est faite. Donc on préconfigurera des prompts, qui fait écho à ce qui a été dit tout à l'heure, dans l'idée de partager les prompts. Et on en proposera parce qu'on les pense pertinents, mais d'avoir une bibliothèque de prompts que l'utilisateur peut modifier lui-même, me paraît aussi là une piste assez intéressante. Mais on est bien, mais je crois que vous l'avez dit, et c'est ce que j'ai dit en intro, on n'est pas dans une logique de régulation, on est dans une logique d'expérimentation, essayer de trouver des modèles, identifier ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Je voyais Romain tout à l'heure qui faisait un retour en disant c'était waouh au départ, maintenant c'est bof. Bon, qu'est-ce qui marche pas, et d'essayer effectivement de progresser ensemble en gardant toujours ce recul. L'IA, un outil à notre service, pas un truc qui nous remplace. Il peut y avoir des hallucinations, il peut y avoir des interprétations, etc. Et avoir toujours cette vigilance sur ce qui est restitué par l'IA. Merci Cyril. Mathieu, je vous laisse rebondir et puis après on conclura en essayant de ne pas trop dépasser notre timing. Non, complètement en ligne avec ce qui a été dit. Nous, on voit en tout cas certaines collectivités tentent en tout cas une démarche de régulation dans le sens où elles vont clairement interdire le recours à telle IA ou à telle IA. C'est des postures qu'on a déjà vues. Nous, en tout cas, on a pu produire une première étude, un manifeste aussi en complément. Et là, on travaille sur un carnet d'inspiration pour justement montrer sur les différentes étapes d'un projet, notamment comment est-ce que l'IA va pouvoir aider avec justement des exemples incarnés. Concernant après l'exemple plus précis des métiers de la concertation, comment est-ce que justement des garde-fous, etc. Ça, je pense que il doit y avoir des complémentarités entre ces différents mondes et naturellement peut-être que les ressources que je vous ai partagées pourront répondre à vos questions et en tout cas même philosophie est complètement alignée avec ce que vient de témoigner Cyril, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être dans une logique de mutualiser vos expériences, vos partages, les ressources que vous allez pouvoir éprouver. Nous aussi, on a beaucoup de collectivités qui se disent au départ, c'est un peu l'effet waouh, on y va, et en fait, non, il y a des retours en arrière, ou en tout cas des critères d'évaluation qui sont clairement à définir et à partager pour justement garantir qu'il y ait de réels effets qualitatifs, en tout cas du recours à l'IA pour toutes les missions que vous animez. Donc voilà, recommandation ici de partager le maximum de ressources et d'expériences que vous menez. Et puis au plaisir en tout cas de pouvoir peut-être poursuivre ces réflexions aussi avec vous si justement des témoignages ou des ressources utiles aussi peuvent être centralisés. On en fera le relais naturellement. Merci beaucoup Mathieu, merci Cyril pour ces réponses qui sont très intéressantes et viennent éclairer encore plus le sujet. Le moment est maintenant venu de se quitter. Mais comme l'a dit Louise, l'objectif de ce cycle, donc factuellement, c'est d'avoir plusieurs moments d'échange. On va aller prochainement sur des éléments qui vont être plus thématiques sur différents sujets. Donc avec un prochain échange que l'on souhaite avoir sur la formation à l'IA. On voit que c'est une demande qui est très intéressante. C'est vraiment aussi l'aboutissement des échanges qu'on a pu avoir aujourd'hui avec le manque de connaissances, le manque de savoir-faire sur ces questions. Et donc on va se rapprocher de cette question. On vous communiquera très rapidement les dates et les intervenants et après d'autres cycles, donc par exemple sur l'IA et le cadre juridique, mais également sur les enjeux éthiques. C'est principalement des sujets dont on a commencé à aborder aujourd'hui, qui sont toujours en ligne de mire quand on parle d'IA et démocratie, d'IA et participation citoyenne, même d'IA en général.
On aura voilà, donc les enjeux éthiques, mais il y a aussi des questions plus en interne. Comment est-ce qu'on peut porter les questions d'IA au sein de sa structure? Quels outils? Mathieu a pu en mentionner. Il y en a d'autres et on ira les explorer ensemble. Il y a plein d'autres sujets sur lesquels on souhaite aussi avoir vos retours d'expérience. N'hésitez pas à nous les envoyer à nos 2 adresses mail. Je pense que chacun et chacune d'entre vous les ont. Si vous avez des expertises sur ces sujets ou sur d'autres éléments que vous souhaitez voir abordés durant ce cycle, si vous avez des questions qui émergent après ce webinaire, n'hésitez pas à nous les envoyer aussi. On fera en sorte de pouvoir les traiter lors du prochain temps d'échange, pardon. Et je pense que avec Louise, on vous remercie d'avoir participé à ces échanges, de les avoir rendus si riches, d'avoir été très présents dans le chat notamment. Je remercie aussi Mathieu et Cyril d'avoir été présents, de nous avoir fait ces présentations qui ont été très intéressantes, qui ont aussi suscité beaucoup de débats, ce qui est très intéressant, ce qui nous permet aussi de cultiver cette intelligence collective pour la suite du cycle IA et participation citoyenne. Voilà. Merci beaucoup. Merci Gabriel. Peut-être juste, on vous propose, ça a été vu avec les intervenants, il y aura plusieurs comptes rendus, certains faits par nous, certains faits par l'IA, et on vous les fera passer à la suite de ces échanges, du coup, dans la mailing list sur laquelle vous avez reçu les invitations. Si jamais vous avez reçu l'invitation par un autre moyen, genre un envoi de collègues ou autre, n'hésitez pas à nous faire signe pour qu'on vous rajoute au listing. Du coup, comme disait Gabriel, il y a nos adresses là qui s'affichent. On n'hésitera pas aussi à vous joindre, si c'est bon pour vous, Cyril, la retranscription de la conversation avec ChatGPT. J'ai vu que ça a été demandé dans le chat, donc c'est bon pour vous, on enverra ça aussi. Et bien sûr, on essaiera de reprendre tous les liens et de vous donner quelque chose de complet avec toutes les ressources vraiment abondantes qui ont été données, très intéressant. Et on essaiera de vous envoyer tout ça.